Ils sont partis dans les couloirs du temps. Bonjour à tous. Encore une fois, on se retrouve comme d'habitude pour notre nouvelle émission sur les couloirs du catch. Je suis avec mon ami Messaya. Comment tu vas, Messaya, aujourd'hui? Salut Thomas, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ben, tout va bien. Moi, ça va, à part le temps qui est un peu pourri en ce moment, mais c'est pas grave, c'est la vie. Aujourd'hui, on va venir un petit peu sur notre thème du règne de la terreur de Triple H. Oui. Thème qui nous tient à cœur parce que c'est le fil rouge de cette première saison de nos émissions. Exactement. Aujourd'hui, on va parler des mid-carders qu'il y avait à cette époque-là. Principalement des mid-carders. On va pas parler des superstars parce que les superstars, on aura forcément une émission qui sera dédiée à ces superstars-là où vraiment, lors du règne de la terreur, on va en parler. Mais là, aujourd'hui, je t'ai sélectionné une trentaine de noms de mid-carders. Alors, il est important que vous sachiez, chers auditeurs, que Messaya n'est pas au courant des noms qui sont sur les petits papiers que j'ai notés devant moi. Je vous confirme, ça sera de l'impro à chaque nom pour moi. Parce que le but, c'est que si je lui dis les noms, il va préparer l'émission, on va avoir 1 heure par nom. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment le ressenti qu'on avait sur ces catcheurs-là à l'époque. Vraiment l'émotionnel et pas le concret ou l'histoire, quoi. Voilà, parce qu'il y a des noms qui, à cette époque-là, donc on est en 2002, 2003, 2004, 2005 à peu près. C'est ça, à peu près. Tu me dis si je dis des bêtises, hein. Et le but, c'est que vraiment, on se rappelle de ces catcheurs-là à cette époque-là. Parce qu'il y a des noms qui sont devenus des superstars ensuite, mais c'est pas le but de cette émission-là de parler quand ils sont devenus superstars. C'est vraiment de parler avant, qu'est-ce qu'ils étaient à ce moment-là, à cette époque-là dans le règne de la terreur. Voilà, et pour le règne de la terreur, si on devrait vraiment faire une vraie chronologie, je dirais que il commence quand Triple H a le titre qui est donné par Eric Bischoff, et ça se termine à WrestleMania 21 quand Batista le bat. Parce que les gens disent que ça se termine à WrestleMania 20 quand il perd son titre au main event contre Benoit, mais derrière, il a continué à enterrer des catcheurs et à dominer, quoi. Il a enterré Benoit quand même, il a enterré Orton à cette époque-là aussi. Après, Benoit, c'est pas vraiment Booking qui l'a enterré. Ouais. Lui, il a plus enterré Orton derrière. Il a pris de l'overness sur des mecs comme Eugene où ça n'a rien amené. On va en parler. On en parlera. On va en parler. Parce que maintenant, moi, je pars du principe que le règne de la terreur, tout le monde ne connaît pas. Donc c'est important que quand on va arriver à cette émission qui sera vraiment la dernière de cette saison, eh ben vous soyez vraiment au courant de tout. Des catcheurs qui avaient à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été enterré. Tout le contexte. Voilà, exactement. J'aurais pas trouvé mieux comme mot. Et on approche tout doucement du moment de cette émission-là. Donc c'est bien, au moins vous allez avoir tout le contexte. Donc on va faire aujourd'hui les principaux mid-carders de Raw. Dans quelques semaines, il y aura les principaux mid-carders de SmackDown. J'ai pas encore la date, mais on est déjà en cours de préparation pour cette vidéo-là. Alors devant moi, j'ai un petit bol. J'ai tous les noms qui sont dans un petit bol parce qu'on va les tirer au hasard. Ouais, vraiment. Ça c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Vraiment sans filet aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Ça change un petit peu du concept des émissions qu'il y a eu précédemment. Donc j'espère que t'es prêt. Je suis prêt. Il va y avoir quelques petits noms un peu marrants. Il y a de tout. J'ai vraiment sélectionné de tout. Et je pense que ça peut être une émission sympa. Une dernière petite règle, après j'arrête de prendre la parole. J'ai mis des équipes. Si des fois, Messaya, tu veux parler d'un catcheur individuellement, voilà, pas que de l'équipe, vas-y, digresse, on est là pour ça, on est là pour présenter. Il y a des noms, je pense que les gens qui nous écoutent ne connaîtront pas, donc c'est bien d'en parler. Voilà. Ça roule. Alors, tu me dis dès que t'es prêt et je tire le premier nom. Comme dirait la DX, are you ready? Bien, pour faire un petit clin d'œil à une de nos dernières émissions. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi l'émission sur JBL qui est sortie. L'émission sur JBL, c'est notre émission préférée. Donc moi, je vous encourage grandement à aller la voir. Ouais, et je trouve qu'on a fait une émission vraiment qualitative, ouais. Et on fait de la pub pour celle-ci. On s'est donné du mal. Tu t'es donné du mal. T'as été un très bon orateur dans cette émission que j'ai apprécié de réécouter pour voir justement ce que ça donnait. Et je me dis, les gens, si vous êtes intéressés par notre chaîne, allez voir cette émission-là, c'est la mieux qu'on a faite. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On commence? Oui. Alors, je tire un premier nom. C'est The Hurricane. Ah, notre ami Shane Helms. Alors, ce ressenti, c'est en vrai dans cette période-là, je dirais que c'est l'un des catcheurs comiques de low card, l'un des plus marrants et des plus marquants, parce que il a apparu plusieurs fois derrière et il fait encore des apparitions aujourd'hui sous ce costume, quoi. Et est-ce qu'il a pas affronté toutes les top stars du roster à l'époque-là? À cette époque-ci, et même on va donner un petit satisfait et un bon point à notre ami Dwayne Johnson, The Rock, qui a quand même pris pin face à lui. Ouais. Moi, je me rappelle du surnom qu'il lui donnait The Rock, justement. C'était pas le voleur de hamburger ou quelque chose comme ça. Si, c'est exactement ça. Et pour revenir un peu sur le catcheur en dehors du Hurricane, c'est une fin de star de la WCW. Champion à l'époque. Champion Cruiserweight. L'un des derniers champions Cruiserweight de la WCW. Peut-être même le dernier.
Et Alors, je te coupe 2 secondes. Quand à l'invasion, je crois que c'est lui qui vient en tant que champion, il me semble. je crois que t'as raison, ouais. Il me semble bien. Et il fait un peu de run sous ce nom-là, parce que il faut se rappeler aussi que ce mec-là, c'est l'un des meilleurs amis des Hardy Boys dans la vie réelle, où ils ont une fédération qu'ils ont créée ensemble aussi. Quand ils étaient tout gamins. Tout gamin, et ils en ont refait une en étant adultes aussi, qui est la Omega. Je crois que c'est la Omega Championship. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours été apprécié en backstage en plus. Donc il a été pushé à plusieurs moments. Il a même été pushé sous le nom Shane Helms en 2007-2008 en tant que champion light heavyweight. Partie de l'équipe qui est contre la DX, on en a parlé dans la dernière émission, en tant que Shane Helms. Ouais, il est plus Hurricane, il est Shane Helms. Et Hurricane, il affronte Triple H, je suis sûr. Stone Cold, je suis pas sûr. Il a des, on va plus ou moins s'arrêter là. L'un de mes moments préférés de Hurricane, c'est Royal Rumble 2002, où c'est le Royal Rumble où Triple H gagne avec son retour. Donc il y a Triple H et Steve Austin qui sont dans le ring, en face à face attendu, et Hurricane rentre à ce moment-là, et il tente de double choc slam les deux. Et c'est hilarant, il se fait sortir instantanément après, quoi. Oui, c'était le personnage comique, mais qu'on était tout le temps content de voir. Et je me rappelle qu'en plus, il avait des pops pas dégueulasses. Non, mais vraiment, ouais, franchement, et in-ringment parlant, c'est un excellent catcheur. Ouais. C'est vraiment, il sait tout faire par rapport à son gabarit. Justement, quand il affrontait d'autres mecs de son gabarit, il faisait des prises impressionnantes, genre le choc slam. C'est pas, normalement, quelqu'un qui est de ce gabarit-là, Cruiserweight, ne fait pas ça. Mais quand il en affrontait d'autres, il le faisait, et c'était crédible, quoi. Ouais. Excusez-moi pour mon téléphone, je vais le mettre en silencieux. Il y a un autre catcheur qui n'était pas de cette période-là, c'est juste après, on passe à autre chose. C'était un peu Santino Marella, qui était énormément mis comme un catcheur comique, mais qui en fait savait catcher. Ouais, dans le ring, il était très très bon. Ouais. Et Shane, c'est un peu ça, beaucoup avec la cape, la musique un petit peu de super-héros, et finalement le Titantron qui était fait sur Windows Movie Maker, ouais. Et le mec, il était là, ça faisait rigoler, et c'était cool. Voilà, il a même eu un de la famille régnante actuellement à la WWE, donc la famille Samoan. Il a été champion par équipe avec Rosie. Avec Rosie, et tu te rappelles qui c'est qu'ils avaient en manageuse? Stacy Keibler, non? Stacy Keibler. Voilà. Purée, t'as réussi ta vie quand t'as Stacy Keibler comme manager. Là, on va être un petit peu plus serious business. Oui. Je change de nom, j'en ai tiré un nouveau. Là, c'est une équipe très très marquante de cette époque-là. C'est les Dudley Boys. Ah bah là, on n'est même pas dans marquante que de cette époque, marquante tout court. Oui, mais moi, quand je voulais dire dans cette époque-là, elle était importante. Ah oui, elle était déjà très importante. Ah, elle était importante. Oui. Bah le truc, c'est qu'en plus, c'était pour être précis, elle ne reste pas en équipe durant toute cette époque. En fait, elle se sépare assez vite. Au draft, elle se sépare. Oui, il y en a un qui part à SmackDown, l'autre qui reste là. Voilà, et il y en a un qui change de gimmick, donc c'est Devon. Devon qui devient le révérend Devon. À SmackDown, où le révérend Devon présente Batista. Oui, c'est lui son manager. Son manager en tant que Léviathan. C'est les tout début de Batista. Tout début de Batista à la télé. Et Bubba Ray continue les Dudley Boys, mais avec Spike à Raw. Donc on va dire cette époque-là, avant qu'ils reviennent, période évolution, face à l'évolution en 2004-2005, il y a une petite période où ils sont séparés. Ils ont aussi une rivalité avec l'autorité de l'époque, parce que je sais que... Ils veulent les séparer plus ou moins. Et puis il y a Val Venis, qui à l'époque, il est Chief Morley, c'est l'adjoint de Eric Bischoff, et il les pourrit lors des matchs. Il fait des matchs en chaise où il leur cache les chaises, où il leur casse les tables, où il les cache les tables. Je me souviens de ça, oui. Dans le ring, ça a toujours été top. Ah, toujours. Ils sont ultra divertissants, même si on dit que backstage, notre ami Bubba Ray Dudley, plus tard Bully Ray, était dangereux, parce que c'était africain. Ils étaient un peu stiff. Il était très stiff, ouais. Bah, lui plus que Devon. Ouais, non, Devon, ça allait. C'est surtout Bubba Ray qui avait la hit en backstage. Et c'est marrant de se dire qu'on les voit encore, parce qu'il n'y a pas très longtemps, au moment où on tourne cette vidéo, je crois, qui est un des deux qui est apparu à NXT pour faire un coucou. Alors c'est Bubba Ray Dudley pour un NXT spécial CW, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et les deux ont des contrats de légende à la WWE. Ah, de toute façon, c'est une équipe que j'adorais, hein. Moi aussi, c'est vraiment le 3D est l'un des meilleurs finishes par équipe. Ah oui, voilà. Après le Doomsday Device, c'est le 3D, quoi. À quel point que même les Usos l'utilisent dans la plante Wendy, quoi. C'est une prise mythique. Ah, et puis c'est ancien catcheur de la ECW. C'est ça. Il faisait partie des plus grandes stars de la première ECW. Ouais. Vraiment, il faisait des pop exceptionnels, une hit exceptionnelle, ça fait partie des plus grands hits de la ECW. Et à la WWF, c'est eux qui ont amené l'évolution du catch par équipe. C'est eux qui ont fait la révolution avec les Hardy Boys et Edge et Christian. Tout le monde sait les TLC, les matchs échelles, les trucs comme ça, et c'était vraiment des fous.
Et pour dire, je me base surtout pour Barry Dudley, parce que c'est lui qui faisait vraiment les trucs les plus dingues. C'est lui qui passait tout le monde à travers les tables. Il a passé Mae Young du stage à travers une table à 4 mètres de hauteur, quoi. C'est vraiment, c'était des malades. Mais tellement divertissant, quoi. Plus heel, plus face. Ils tournaient entre les deux. Ils tournaient vraiment entre les deux. Je pense que si on regarde dans la globalité de leur run, c'est un peu équilibré. Parce que quand ils affrontaient l'évolution, ils étaient face. Avant leur séparation et même où ils ont quitté la compagnie, ils avaient affronté Undertaker, ils étaient heel sous les ordres de Polyman. Durant les attitudes où ils sont face à Hardy Boys et Edge et Christian, c'est un peu les twinners. Parce qu'en fait, ils sont autant face que heel parce qu'ils affrontent l'équipe face Hardy Boys et l'équipe heel Edge et Christian. Donc vraiment, c'est une équipe allée à tout faire, quoi. Ils peuvent être heel, face, twinner. On est toujours content de les voir. Et dans cette petite période de l'ère de la terreur à Raw, c'est il est en équipe avec Spike Dudley. Il a beaucoup plus de matchs solo. Donc il participe à des King of the Ring, des trucs comme ça, des qualificatifs, Barry Dudley. Mais on va dire que c'est un peu un ventre mou, quoi. Mais ça reste des très bons mid-carders, quand même. On continue? On continue. Là, j'ai pas fait exprès. C'est Val Venis. Justement, Chief Morley. C'est lui qui jouait Chief Morley dans la rivalité avec... Donc du coup, t'en as déjà un peu parlé. Donc moi, je vais me concentrer plutôt sur son personnage principal. Donc je sais qu'on parle plutôt de ce qu'il était durant l'ère de la terreur, mais je vais mettre un petit mot à son arrivée. Parce que il est arrivé durant l'ère Attitude. Et en fait, son personnage était très, très, très edgy, quoi. Vraiment, ça poussait les limites parce que si vous êtes pas au courant, le personnage de Val Venis, c'est un acteur porno. Donc à l'époque, il avait des vignettes où il était vraiment présenté comme l'une des plus grandes stars du porno, quoi. Et il y avait même comment ça s'appelle? Il avait une serviette autour de la taille. Toujours, ouais. Il devait même avoir des vignettes avec des vraies stars du X, mais finalement McMahon les a jamais mis à la télé. Et il avait des rivalités. Il a toujours été un très bon mid-card parce que c'est aussi un bon catcheur. Hein. Faut pas le négocier, il faut pas le sous-estimer. C'est un très bon catcheur. Mais il avait un personnage très osé, surtout avec sa voix. Durant ses promos, il avait une voix extrêmement grave, qui était très rigolo à entendre, et beaucoup de rivalités de mid-card et un peu marrantes, comiques, quoi. Derrière, il a fait partie du Right to Censor. Oui. Avec Victoria, Shane Douglas. Non, c'est pas Victoria, c'est Molly Holly. Molly Holly, merci. Il y avait aussi non, c'est pas Shane Douglas, c'est il y avait Bull Buchanan et le Godfather. Ouais, il y avait pas aussi avec des cheveux longs Steven Richards, merci, je confonds avec Shane Douglas. Ils voulaient tout censurer, donc en fait tous avaient des gimmicks très osés et en fait ils se rangeaient pour essayer de censurer les autres. Et je viens de faire une erreur autant que toi, ce n'est pas Molly Holly, c'est Ivory. Ivory, tout à fait. Et je vais reprendre, on a parlé de la dernière fois de la musique des APA. Tu te rappelles dans notre émission sur JBL, la musique du Right to Censor. C'est pas une musique. Exécrable. Horrible. Cette bruit d'alarme insupportable. Quand tu les vois rentrer dans le Royal Rumble, tu sais tout de suite que c'est eux et c'est horrible. Et pour vous dire, on va parler un peu plus personnel. Mon premier souvenir de Val Venis à la télé, nous saluons l'un des plus grands commentateurs de catch français, Christophe Ajus. Moi, je me souvenais pas de son nom, je me rappelais juste de Serviette qui pue. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelait. C'est comme ça qu'il l'appelait. C'était magique. Voilà. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi je me rappelle de ça. On l'appelle comme ça. Et il n'y a pas grand chose à dire sur sa carrière, ça a toujours été une très bonne main. Et il a fait vraiment que du low card mid-card, quoi. Et je sais que durant les études, il était champion intercontinental, mais à l'époque, les titres valaient pas grand chose. Donc, gimmick très marrante. Et agréable à voir dans le ring, je dirais. Bon, après, on l'a pas vu non plus des millions de fois. Hein. On continue? On continue. Alors là, catcheur, je pense qu'on va parler très rapidement. C'est plus un petit clin d'œil que j'ai fait parce qu'on en a déjà parlé dans une émission précédente. C'est Nunzio. Ah, Nunzio. Alors, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Ah, j'ai quand même quelques trucs à dire, quand même. Parce que Nunzio, pareil, en fait, il est considéré comme un des excellents catcheurs de la scène indépendante. Il a émergé à la première ECW. Parce qu'en fait, il faisait partie du clan, les FBI, les Full-Blooded Italiennes. Donc, il se faisait appeler Little Guido, avant de prendre le nom Nunzio à la WWE. Et il est arrivé dans la compétition Cruiserweight, quoi. Ce qu'on se souvient le plus de cette période, on en a parlé dans une émission précédente. Un spear. C'est le spear qu'il prend par Goldberg au Royal Rumble 2003. 2004. 2004 parce que Goldberg arrive en 2003, il me semble. Ah oui, tu as raison. Il arrive en avril 2003, Goldberg, post-WrestleMania. Tu as raison. Donc Goldberg fait 1 an, donc il part en 2000. Il fait qu'un Rumble. Il fait qu'un Rumble, c'est le 2004. Et il se fait découper en morceaux, quoi. Il meurt dans le ring. Ouais, c'est ce qu'on a dit la dernière fois dans l'émission, mais
Comme j'ai dit dans les noms que j'ai sélectionnés, j'en ai sélectionné quelques-uns marrants. Celui-là, je vous encourage, vous tapez Nunzio Spear, c'est magique. C'est magique, voilà, c'est un assassinat dans le ring, quoi. Et j'ai pas trop de trucs à dire. Si vous intéressez à la scène indépendante, je pense que vous le connaissez. Parce qu'il a fait des très bons matchs, il a affronté des grosses stars de la scène indépendante durant toute l'époque. Il a beaucoup apparu à Ring of Honor. Et il a eu une petite apparition aussi à la ECW, WWF, WWE en 2008. Mais il se rappelle Little Guido. C'est ça, en équipe avec Tony Mamaluke. Big Guido. Non, Big Guido, c'était le manager, un gros bonhomme. D'accord. Le Tony Mamaluke, c'est aussi un cruiserweight. Ok. Moi, je l'ai principalement mis pour le Spear, hein. On est d'accord? On est d'accord. C'était pas, on est même pas là dans le mid-carder, on est dans le low-carder. Dans le low-carder. Pour l'instant, presque, on a envie de dire celui qui a eu le plus de matchs contre des big stars, c'est The Hurricane jusqu'à maintenant. C'est Yuri c'est celui qui a aussi la carrière la plus longue. Oui. Et la plus constante, on va dire. Et peut-être la plus intéressante. Et la plus intéressante. Je continue avec un nom qui va nous parler. Nous en a parlé dans un commentaire, d'ailleurs. Je suis content de parler de lui. C'est Test. Ah, Test. Andrew Martin, je crois, de son vrai nom. Oui, paix à son âme. Ouais, ça m'a fait bizarre parce que je crois que c'est un des premiers catcheurs que je suivais qui est parti, peut-être. Que je voyais à la télé, ou que je me suis dit. C'était un peu marquant, quoi. Bah, c'est pas, bon, je vais peut-être pas exagérer en disant que c'est une partie de mon enfance, mais c'est une partie de ma jeunesse de fan de catch. Oui. Je commençais à être je m'intéressais au catch dans ces années-là, je le voyais de temps en temps. Et quand il est parti, eh ben, ça m'a dit, ah, tiens, mince, c'est un des gars que je voyais tous les week-ends, ouais. toutes les semaines, pardon. Bah, moi, pour commencer sur Test, je dirais juste que c'est peut-être l'un des potentiels les plus gâchés. Parce que il avait un physique incroyable déjà, parce qu'il arrivait durant la attitude aussi. Donc il avait un physique exceptionnel. C'est un grand gaillard, hein, c'est plus de 2 mètres. C'est ce que Vince McMahon aimait bien. C'est ça, il avait un physique que ce que McMahon aimait bien. Il a directement été en storyline avec Stephanie McMahon, oui. Parce que de base c'était le futur mari de Stephanie McMahon. Hein. Oui. Et que Triple H, durant le mariage, gâche en montrant qu'il l'a épousée à Las Vegas avec Stephanie McMahon défoncée. Oh, l'ailleurs drogué, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, je me rappelle, j'ai des vagues souvenirs de ça. Derrière, il a un rôle de mid-card, il fait partie de la corporation. Ensuite, il a un rôle important mid-card durant l'invasion. C'est l'un des premiers qui trahit la WWF pour la WCW. Alors, je suis pas sûr, je crois que c'est lui qui se fait attaquer par tous les jobbers parce qu'il pense que c'est lui le traître. Oui, c'est ça, déjà on a un truc de traître. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, mais il finit quand même par les trahir. Il finit par les trahir où justement, on a parlé dans nos émissions, en fait, il se faisait bashing par JBL et puis tout ça, et qu'au final, il les a quand même trahis. Managé par Stacy Keibler, moi je me rappelle, en 2003 ou 2004. Oui, où il perd Stacy Keibler au profit de Scott Steiner. Scott Steiner, exactement. Il y a un truc très marrant, fact très marrant, c'est comment il appelait ses fans dans ses promos. Les testicules. Voilà, je trouvais ça très très drôle. C'est Christophe Ajus, Philippe Chiraud l'utilisait souvent quand il commentait les matchs à l'époque. C'est ça. Dans ses prises, c'était un bon bourrin. Je me souviens toujours de son Big Boot. C'est ce que j'allais dire. Son Big Boot, il est mythique. À l'un des pires pay-per-view de l'histoire de la WWE, c'est December to Dismember, ou le contraire, Dismember. Quand il est dans l'Elimination Chamber. Dans l'Elimination Chamber, pour le titre ECW, oui. Où il met un Big Boot, je crois que c'est à Rob Van Dam. Ouais. Qui fait 3 tours sur lui-même, et d'ailleurs il élimine Rob Van Dam, et ça a été même ce qui a fait justement le bashing de ce match-là, où les gens disaient fallait pas l'éliminer aussi vite, je crois. Oui, mais le plus gros bashing de ce match-là, c'est l'élimination de Punk en premier. Oui. C'est surtout ça le drame déjà. Et aussi, pour fact marrante, sa prise de finition, parce que Big Boot c'était, on va dire, son signature move, et sa prise de finition, on la connaît très bien aujourd'hui, parce que le champion du monde a disputé de WWE Cody Rhodes, le Crossroad. Oui. C'était le Test Drive. D'accord. Donc c'était la prise de finition de Test de base. Donc on a toujours un petit peu Test, on se souvient toujours de Test. Bah, moi je me souviens de chaque fois que cette prise-là, moi je pense à Test. Quand on est autant érudit que toi, ouais, on pense à Test quand on voit Cody Rhodes porter sa prise de finition. C'est ça. C'est cool. Voilà, cool. On va pas en dire plus, mais vraiment Test très sous-estimé, vraiment, et gâché, je dirais. Si un jour on faisait une vidéo sur les catcheurs sous-estimés, il serait dedans. Et lui, c'est même un raté. C'est un raté, ouais, c'est un raté. On n'est pas au même niveau que les ratés de certains catcheurs même actuels, comme ils ont raté, aide-moi, celui qui a les tatouages partout sur le corps. Malakai Black. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire que lui. Il y avait certainement à faire mieux de Ricochet. Moi, je considère que c'est un peu des ratés. Oui. Je parle pour actuellement. Bah, Tess, on n'est peut-être pas au niveau de ces mecs-là. Mais il a quand même la WWE a raté le coche avec lui. Tout le temps. Il y avait mieux à faire. Il y a rien, il a vraiment rien de marquant, en fait. Dans le business, il a rien fait de marquant. Alors, celui-là, je m'en rappelle pas. Je me rappelle qu'il était là.
Je me rappelle l'avoir toujours vu depuis que je suis fan de catch. Catcheur paix à son âme également, c'est Viscera. Bah alors lui, presque il mériterait une émission tellement il y a à dire. Mais qu'est-ce qu'a fait Viscera pendant le règne de la terreur de Triple H? Parce que j'ai l'impression qu'on le voyait même pas à la télé. Ou très 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 peu. Nous, il a été beaucoup, dans les premières années, il a beaucoup été il faisait pas partie de l'émission de RT9. Il était souvent dans les trucs coupés, parce qu'il apparaît très peu. Et je crois qu'il revient en 2004, un truc comme ça. Et par contre, moi je me souviens très bien qu'en 2005, on le voyait beaucoup à Raw, dans une storyline. On va se concentrer là-dessus, on va pas refaire toute sa carrière parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Et alors, juste King of the Ring en 95. Déjà de base, donc, déjà, en Mabel, déjà. Là, on est 8 ans plus tard. Ouais, déjà. Il est toujours là. Il a eu la période Viscera, il garde le même nom, mais à l'époque où il est homme de main du ministre of Darkness. Comme je vous dis, je rentre pas dans les détails. Hein. Et en fait, en 2005, il est encore dans plus ou moins de ce personnage-là, donc Dark. Pour vous dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous irez regarder sur Internet, c'est un des physiques les plus impressionnants du catch. Et puis, il faisait peur. Il faisait peur. Moi, je me rappelle de sa crête. Il avait les yeux... il avait les lentilles de contact. Les lentilles de contact. Il faisait peur. Il faisait peur, et c'est quelqu'un que... C'est plus de 200 kilos. C'est un gabarit, c'est un ultra heavyweight, quoi. C'est comme dirait, en étant très péjoratif, un gros tas de merde, quoi. Il est gigantesque, il est très grand, très large, très agile pour son poids. Parce que vraiment, on le voyait déjà en 95 quand il était en équipe avec Mo, dans les Men of Mission, c'est quelqu'un qui peut sauter, qui fait des speedy kicks. C'est vraiment, avec son physique, il est un peu à la même vague que Yokozuna. Ça veut dire que c'est des mecs qui sont très très gros. Limite, en plus, on va dire en très mauvaise santé, mais qui sont capables de faire des choses impressionnantes avec leur physique. Et en 2005, son truc marquant durant le règne de la terreur, c'est quand il devient le sex love machine, le monster love machine, je sais pas. L'espèce de Barry White de la WWE. C'est ça, un peu à la comme ils avaient fait avec Marc Henry en 97, mais là on va dire pousser encore plus dans le côté obsédé sexuel, quoi. Il courait après Lilian Garcia, je crois. Exactement. Et cette story-là était très marrante. Et en fait, à quel point que il harcelait, mais il forçait avec Lilian Garcia. Et à la fin d'un match, il l'embrasse. Et elle le repousse pas, bizarrement. Elle a un peu peur au début, elle le repousse pas. Et en fait, elle tombe amoureuse de lui. Donc elle le demande même en mariage plus tard. Mais sa prise de finition, c'était pas un coït ou une parodie de coït ou un truc comme ça? Je sais même pas comment t'arrives à parler de ça en étant aussi sérieux. Parce que cette prise de finition, c'est l'enfer absolu. C'est exactement ce que tu viens de dire. J'ai même pas envie de le décrire. C'est l'adversaire couché sur le ventre. Et lui qui est derrière et qui remonte le slip en string. Et comme tu dis, que de tout son poids, il simule un coït. Il y avait quand même à boire et à manger à cette époque-là. Hein. Ah, il y avait on était encore à l'époque où il y avait des trucs très très osés, quoi. Mais c'est quand même lunaire à voir. Moi, je vous conseille d'aller voir quand même certains matchs et certains segments parce que c'est très drôle. Et derrière, on l'a vu plus tard, où il a eu un run plus sérieux, qui a pas amené à grand chose, mais que j'aimais beaucoup. C'est quand il est devenu Big Daddy V. Big Daddy V, exactement. Voilà, en 2008-2009, où il a eu des matchs beaucoup à la ECW. Il a été en rivalité avec le Taker, avec Kane. Et vraiment là, en plus, on voyait son corps, quoi. Oui, parce qu'il avait une grenouillère. Il avait une singlette, ouais, c'est ça, et vraiment une singlette à double. Un peu comme Kurt Angle, pour vous donner une idée. Ouais, c'est ça, mais en pantalon. En pantalon, oui. Et là, on voyait qu'il avait des tatouages, qu'on voit que ses pectoraux, je suis pas très mince comme personne, hein, mais je pense que son pectoral, c'est la largeur de mon ventre. C'est un physique vraiment hors norme. Si on devait garder un mot pour lui, impressionnant. Impressionnant, ouais. On continue? On continue. Alors là, c'est Tajiri. Je crois que c'est un de mes mid-carders préférés de l'époque. Mais il est un petit peu, au moment du règne de la terreur de Triple H, il est même un petit peu plus bas sur la carte, on le voit moins. Parce que lui, dans l'invasion, il est hilarant avec Liam Regalia. Ouais, c'est ça. Il a un rôle très 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 pertinent durant l'invasion, comique mais pertinent. Et en fait, c'est l'un des catcheurs in-ring qui a été le plus aimé des fans à l'époque. Est-ce que je peux te poser la question, parce que ça, j'ai pas assez de connaissances, est-ce que c'est l'un des meilleurs catcheurs japonais de l'époque qu'on a eu à la WWE? En vrai, c'est l'un des mieux bookés, ouais. En termes de talent, même en termes de talent pur. Talent in-ring, jusqu'à... Moi, je parle à l'époque, hein. À l'époque, il y avait quand même Takami Shinoku, très bien utilisé, mais qui était vraiment qui catch encore aujourd'hui, qui était l'un des meilleurs catcheurs de l'époque. D'accord. Donc, ils se tiennent, on va dire, la dragée haute, quoi. Et jusqu'à l'arrivée de Nakamura, qui est vraiment de tout. Mais
il faisait popper tout le monde. Parce qu'il avait un style japonais un peu atypique. Il y avait le Green Mist, donc ça les gens s'en souviennent. Puis il avait une bonne tête. Il avait une bonne tête. Il est avec ses segments avec William Regal, ils sont très marrants, top. On rigole, c'est cool, hein. Et les gens qui fait la tarentule, la tarentule dans les cordes et tout, il avait des prises marquantes que les gens kiffaient. Je me souviens que je crois que c'est à l'époque du deuxième draft, justement, après toujours Reine de la Terreur, je pense que c'est 2005, ou non, c'est entre 2005 et 2006, où il affronte même Triple H, où il lui crache son mise dans la tête et qu'il arrive à le battre, il me semble, même. Et il a toujours eu des petits pics, vraiment, où il a été mis en avant, mais il a jamais dépassé Mika. Jamais. Je crois qu'il a aucun titre solo, à part le titre Cruiserweight. Là, je peux pas te dire, c'est toi l'expert. Ouais, je crois qu'il a juste eu le titre Light Heavyweight à la WWE. Mais moi, je me rappelle vraiment de lui pour ses séquences post-invasion avec William Regal. J'ai moins de souvenirs de lui parce que je pense qu'il faisait partie des catcheurs coupés à Raw. C'est souvent. On le voyait très peu. Je me rappelle de sa musique un petit peu, musique... un peu trop cliché japonaise, je dirais. C'est ce que j'allais dire, musique japonaise numéro 9, et puis c'était parti. Voilà, du menu, et puis voilà. Alors, pour le suivant, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai choisi un catcheur qui n'était pas encore là. J'ai choisi Chris Master, et je pense que Chris Master, c'est un petit peu après, non? Chris Master, c'est fin 2005, mi-2005. Donc oui, il est après le Reine de la Terreur, il arrive après WrestleMania 21. Ouais, il y a pas vraiment lui sur cette période-là, il y a rien à dire, c'est après. Il y a rien à dire, ça. Alors ce que je te propose, c'est que le jour où on repart sur une vidéo un peu plus un peu fourre-tout, on en parlera à ce moment-là. On en parlera à ce moment-là. C'est moi qui ai choisi les noms et j'ai pas la connaissance de mon ami Messiah, donc il y a peut-être certains noms où je me suis un petit peu trompé. Faut surtout pas hésiter à me le dire, même en commentaire, même toi aussi dis-moi-le. Ouais. Là Master, je le mets de côté. Voilà, Master c'est plus un mid-carder ultra important durant l'ère de John Cena en fait. Beau physique. Hein. Très beau physique. Moi je me rappelle de sa Master Lock sur Shawn Michaels. Exceptionnel. Où Shawn Michaels s'en sort en lui mettant un gros une talonnade Cheroshot à la Madger. Voilà. C'était assez impressionnant. Alors là on continue parce que Master justement on n'est pas dans le thème donc on continue, on passe à autre chose. Là on est sur un catcheur pareil qui était là à l'invasion. C'est Rhino. Ah Rhino. Alors lui le truc c'est que durant le Reign de la Terreur il apparaît à SmackDown. Donc il est il est plus roster SmackDown durant le Reign de Triple H, il n'est pas à Raw. D'accord, moi je me rappelle que c'était un peu les catcheurs post-Goldberg, quand Goldberg s'en va, on disait il fait des spears, vous allez adorer, il fait des spears. Bah il était même là avant Goldberg. Oui, non mais je parle, c'est ce que les commentateurs, Christophe Ajus et Philippe Chéreau avaient dit. Oui, il avait dit, vous aimez bien Goldberg qui n'est plus là. Il a fait quelques apparitions à Raw durant le Reign de la Terreur, mais en fait il était vraiment ressort de SmackDown. Puis de toute façon il s'était déjà fait enterrer au moment de l'invasion. Oui, largement déjà. Alors que il a été ultra bien booké jusqu'à sa défaite, quoi. Alors là, c'est un nom qui va te plaire parce que tu vas plus parler d'une anecdote que du catcheur en soi. On en avait parlé entre nous en off. C'est un petit peu un privé joke. On trouvait plus son nom. C'est Daniel Puder. Oh, Daniel Puder. Quand j'ai vu son nom, j'ai dit, faut que je te le mette. Bon, on fait une entorse à la règle parce que c'est SmackDown. Oui, mais je voulais le mettre quand même. Voilà, mais on va en parler. Je sais pas si vous connaissez ces anecdotes. Je sais que beaucoup d'autres podcasteurs en ont parlé. Mais du coup, je vais refaire l'histoire. Daniel Puder, c'est un des participants de Tough Enough. Donc, pour rappeler ce qu'est Tough Enough, c'était une émission de télé-réalité où le gagnant allait recevoir un contrat WWF et peut-être même un title shot ou une connerie comme ça. Donc, les mecs qu'on se souvient de Tough Enough, c'est Maven, qui est le vainqueur du premier. Qui lui, il a été marquant parce qu'il a une petite carrière, jamais marché, mais il a des moments marquants. Il a quelques moments sympas, ouais. On se souvient que The Miz a participé. Oui. Miz, qui a été présentateur peut-être aussi du présentateur de Tough Enough. Ouais, ils avaient tenté de la faire plus tard aussi, je crois de l'époque 2015 tout ça. Donc c'est une émission assez qui a été plusieurs fois récurrente à WWE. Et en fait, Daniel Puder est le participant de l'émission que je dis pas de bêtises. C'est 2004 ou 2005. Et en fait, on va parler d'un segment et de ce qui se passe après du segment. En fait, c'était McMahon qui a voulu, on va dire, worker, faire du shoot même, avec les participants de Tough Enough et il demande à Kurt Angle de le faire. Donc, de les secouer un peu. Donc, du coup, vraiment, il lui laisse carte blanche. Par contre, il lui dit une chose, parce que ce Daniel Puder, c'était un très jeune futur catcheur, qui n'a pas été catcheur, mais qui était déjà un pro de MMA. Oui, c'était un vrai combattant. Un vrai combattant. Et le gars, il a commencé très jeune sa carrière d'arts martiaux mixtes. Il en a fait plusieurs. C'était un tueur. Mais très jeune. Donc, et en plus,
Mais legit, c'est pas legit, c'est pas une storyline, c'était vraiment un très bon combattant. Mais on va dire que dans la tête, il avait pas ce qu'il fallait. Oui. Et Kurt Angle, on lui dit, bah, tu vas les secouer. On te laisse carte blanche. Par contre, McMahon lui dit, tu fais tout ce que tu veux, mais tu défies pas Pudeur. Parce qu'à l'époque, Kurt Angle était blessé de partout. Il était cassé de partout, mais littéralement. Donc, du coup, il avait la nuque bloquée, il avait déjà mal au bras, il avait plein de soucis de santé. Il a dit, tu peux provoquer, tu peux en affronter un, mais tu prends pas Pudeur. Donc, du coup, il les secoue, il les insulte, vraiment, hein, vraiment, c'est du shoot, ce segment. Et, il défie, celui qui sera vainqueur de Tough, on ne sait plus son nom. Parce qu'il il a rien fait, donc on s'en fout. Et il le défonce en 2 minutes. Il le soumet en 2 minutes, Kurt Angle. Et derrière, en fait, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a continué d'insulter Pudeur. Et du coup, il lui a dit, bah vas-y, viens m'affronter maintenant. Si tu penses que t'es capable de battre un champion olympique de lutte, vas-y. Si Kurt Angle n'était pas blessé, je pense qu'il prend Pudeur, il l'éclate en 2. Hein. Par contre, ça c'est mon avis. Hein. Donc du coup, le combat se fait. Et Pudeur se dit, bah, il me shoot, je vais le shoot. Donc, du coup, il fait une legit Kimura Lock. C'est une clé de bras. La clé de bras que Brock Lesnar a utilisé beaucoup de fois en machin. Mais une legit, cette prise-là, les amis, si vous connaissez un peu les arts martiaux mix, vous pouvez péter le bras de la personne en 30 secondes. Je pense que Vince McMahon, il devait être en panique derrière. Ah ouais, je pense que ouais, là, c'est même plus transpiré. Parce que là, Kurt Angle, il était toujours, on le voyait, il était là, il était présent, s'il lui pète le bras, il n'y a plus de Kurt Angle pendant 6 mois. Déjà ça, et en plus, Kurt Angle peut pas taper. Oui. Parce que là, on est à la télé. Il peut pas abandonner face à Daniel Pudeur en live. C'est la honte. Heureusement que l'arbitre agit très bien. Il me semble c'est Jimmy Corderas qui réagit très bien et qui fait le compte de 3 alors que Pudeur n'a pas les épaules au sol, mais c'est juste pour stopper. Et là, on entend bien Kurt Angle à voix haute, sans micro, dire « Espèce de débile, on n'est pas dans un vrai combat, on est dans du catch. Allez, casse-toi là maintenant !» Donc du coup, Pudeur derrière, en plus il demandait tout le temps des augmentations salariales alors que le mec ne faisait rien au business. Kurt Angle l'avait cherché un petit peu quand même. Il l'avait cherché un petit peu quand même, mais c'était à Pudeur de s'écraser face à un vétéran. C'est ce qu'on doit faire dans le catch normalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est derrière avec l'office qu'on doit se plaindre et pas d'essayer de se faire un nom à la télé, quoi. Donc, de toute façon, il n'avait pas à faire ça, il n'avait pas à mettre en péril la santé de Kurt Angle. Exactement. Et derrière ça, bah, il a été grillé, hein, forcément. Moi, c'est plutôt pour l'anecdote qui va venir que j'ai mis son nom. Et du coup, ils se sont amusés. Ils ont dit, bon, bah, on va le punir, mais on va le punir de la manière du catch. Donc, ça veut dire que dans un Royal Rumble, donc c'est Royal Rumble 2005, il se retrouve dans le ring face à Eddie Guerrero, Chris Benoit et Hardcore Holly, qui s'amusent à lui faire un concours de chop. Ouais, il est de chop legit. Il s'amuse à le dégommer, à l'humilier dans le ring avant de l'éliminer comme une merde. Je voulais en parler de lui, même s'il n'y a pas grand chose à dire, mais je voulais en parler parce que ça fait partie des anecdotes que j'aime beaucoup. Oui. Et ça montre un petit peu les contours du catch, un petit peu ce qui se passe derrière, l'envers du décor, exactement. Et c'est pour ça que je voulais mettre son nom, même s'il n'était pas vraiment dans le thème. Je trouve que ça fait une anecdote intéressante à expliquer. Et les 3 noms qu'ils ont envoyés pour le punir, ça rentre dans l'histoire, dans toutes ces anecdotes sur le tribunal des catcheurs. Parce que Eddie Guerrero était considéré comme un vétéran, donc respecté. Chris Benoit était l'un des leaders locker room et un des plus stiffs. Et Hardcore Holly, c'était le tueur de rookie. Il manquait qu'un seul mec. Il manquait de JBL. Voilà. Et là, il aurait pris le quatuor dans le crâne, quoi. Voilà. Donc, c'est sympa de parler de cette anecdote, même si ça s'est passé à SmackDown. Non, je suis d'accord, c'était un petit parenthèse. En fait, je l'ai aussi mis parce que on en parlait la dernière fois avec mon ami Messiah et on ne trouvait plus son nom. Et c'est quand je l'ai vu en préparant cette émission, je me suis dit, il faut qu'on en parle. On en parle, ouais. Voilà. On continue. Alors, j'en ai tiré 2 des noms. Il y a un nom que je mets de côté. On le fera en dernier. Là, j'ai Johnny Nitro. Exceptionnel. Dans le ring monstrueux. Dans le ring monstrueux, mais c'est quelqu'un qui a eu énormément de mal durant toute sa carrière à se trouver. Donc c'est aussi, à la WWE, ça a été un gâchis. Et il a marché après. C'est devenu l'un des mecs les plus marquants, qui a tourné sur toutes les fédérations. Mais il est même champion à la ROH. Ou à une fédération indépendante. Il est même top star, non? Plusieurs fois. C'est là où il a vraiment été la plus grande star, je pense, c'est la Lucha Underground. Oui, voilà, c'est ça. Et il revient ensuite, dans ces années récemment, après la Lucha Underground à la WWE. Il est revenu même après la TNA, parce qu'il a fait TNA après la Lucha Underground. Il passait partout. Et en fait, on le connaît, il s'appelle Johnny, donc là, à l'époque, c'était Johnny Nitro. Et en fait, il prend le nom, entre guillemets, de la fédération. Donc, Johnny Impact, Johnny Mundo à la Lucha Underground. Il prenait Johnny Wrestling. En fait, il change de nom à chaque fois, Johnny TV, tout ça. Mais à l'époque, en Johnny Nitro, durant l'ère de la terreur,
Je crois que c'est un homme de main d'Eric Bischoff. C'est son assistant. C'est son assistant, Derrière voilà. Chief Morley, c'est lui qui devient son assistant. C'est ça. Voilà, donc au début, il sert vraiment de faire valoir où Eric Bischoff l'envoie pour jobber contre des gens et tout. Mais on se rend compte déjà que ce mec-là a un physique démentiel déjà. Bah, c'est un bel homme. Ah oui. Ah oui, bah c'est la récréation de Jim Morrison. C'est pour ça que derrière, il s'appelait à la WWF John Morrison. D'accord. Parce que physiquement, au niveau de sa coupe de cheveux, un peu de son visage, c'est le Jim Morrison du catch, quoi. Et il avait tout, le ring, le physique, mais à l'époque il avait pas le micro et pas la personnalité pour. Et donc du coup après cette période à Raw où il est un peu, on va dire, ballotté, il fait l'équipe, les M&M, mais là c'est à SmackDown, avec Joey Mercury. Avec Joey Mercury et Melina. Oui. Donc ça c'est une équipe très marquante. On en parlera peut-être même plus durant l'émission de SmackDown. Melina qui les présente en faisant la sirène. Exact. Et avec leur intro au ralenti, les ceintures dans le pantalon, Melina qui fait le grand écart et que les deux ensuite ils passent entre les jambes, c'est culte. Pour moi c'est culte et c'est vraiment une équipe exceptionnelle. Et derrière il a commencé de push en solo en tant que champion intercontinental, mais ça c'est plus dans les années 2005-2006 avant de devenir champion de la ECW et de créer son équipe avec le Miz et après d'être beaucoup plus connu. Et c'est après qu'il a eu son run de babyface très très cool, mais qui a jamais dépassé le bas plafond. On va dire, c'était au niveau de Dolph Ziggler. Ces deux-là, on va dire, ils ont à peu près une carrière similaire. Ça veut dire Dolph Ziggler a vraiment eu le titre de champion du monde, lui, il l'a pas eu. Mais c'est des mecs qui étaient vraiment les plus solides en mid-card. Tout le long de sa carrière, c'est des mecs les plus solides en mid-card. Mais par contre, il avait pas le truc pour aller au-dessus. Moi, j'ai envie de dire, il avait tout ce qu'il fallait pour être une star partout, sauf à la WWE, finalement. Finalement, ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il avait pas le mental et vraiment, il a mis du temps à se trouver, même au micro. Actuellement, il est à l'AEW, il est dans les shows secondaires, donc il a vraiment il est encore en mid-card en fait. Mais il est divertissant, tellement avec sa femme Taya Valkyrie où leur gimmick c'est des stars de la télé complètement excentriques. Et ils sont très très marrants. Je vous conseille, il y a eu pas si longtemps un segment backstage AEW, désolé, je fais un peu de... Non, vas-y, t'as le droit. Où il est face à les Maximum Male Models à WWF, j'ai plus leur nom à la WWE, donc Mace et Mansour, qui ont une gimmick très marrante aussi. Et les deux, ils ont un segment backstage, je te le montrerai en off. Vas-y. C'est très, très, très marrant. Donc en fait, il est devenu un catcheur comique en fait, ça lui convient. Il a un petit palmarès en boxe, le gars fait du boxe legit. Et puis il touche à tout. Il est presque à 20 ans de carrière, peut-être même plus. Ouais. Je veux dire, il est bien. Il participe tout le temps aussi à la JCW, le Josh Barnett Bloodsport, qui est un truc très sympa à regarder, où c'est du catch au plus réaliste possible. C'est du shoot wrestling. Il y a pas de corde. Les mecs s'affrontent dans le ring. C'est des matchs très courts, où en fait, ils essaient de faire du catch vraiment legit, en fait. Et il y participe pratiquement tous les années. Parce que il a vraiment un bon background en capoeira et en boxe et tout ça. Le mec, en fait, il a sa carrière tracée. Là, maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il s'amuse. Ouais, il est tranquille, il est sur sa fin de carrière, il profite des moments. Et c'est ce qui est arrivé, son retour à la WWE. Il s'est remis en équipe avec The Miz. Ils ont mis en avant Bad Bunny. Il a fait du bon taf. Ouais. C'est une très bonne main. Alors là, attention. Tu disais tout à l'heure que t'as un petit peu de poids en trop. Si je te dis que j'ai un système pour te faire perdre du poids. Ah, le Simon System. Le Simon System. Le grand Simon Dean. Simon Dean. Je pense que c'était le quart d'heure le plus inutile de l'histoire de la WWE, peut-être. À cette époque-là, il rentrait avec sa trottinette sur une musique... C'est ça, et il essayait de faire il faisait des promos en disant qu'on était tous gras, qu'il avait son système de fitness qui allait révolutionner tous les gros culs aux États-Unis. Et le seul truc que je me souviens chez lui, c'est que j'adorais le voir se faire défoncer. Par Kane, moi je me rappelle par Kane, je crois. Ah, je pense que, moi je crois que c'est ça qui est le plus marquant, où il se fait démolir. Quoi. C'est-à-dire que tu me permets à mon tour de faire une petite digression. On dit qu'en 95, il y a des métiers, et c'est nul. Lui, c'est quand même le prof d'aérobic qui vient catcher. C'est nul. Mais je voulais le mettre. Et puis, allez voir son thème, parce que moi, son thème me faisait rire. Ouais. Il est habillé en violet, il a le bandeau autour de la tête, je crois. Il fait des tours de trottinette. Et surtout qu'en plus, c'est dit réchauffé, parce qu'à l'époque, il y avait un énorme catcheur, il y avait Chris Candido, qui était skip. Oui. Et que c'était déjà des profs d'aérobic. Donc en plus, c'est vraiment une idée réchauffée, nulle à chier, il y avait rien à faire avec, quoi. C'est juste que ça nous fait marrer de parler de lui, quoi. Parce que ça nous a quand même marqué au final. C'est ça. De toute façon, ça fait partie de notre époque et de temps en temps, à Raw, on l'a percevait sur RTL9. On continue.
Je viens de repiocher un nouveau nom. Je vais essayer de te le faire deviner. C'est un catcheur qui avait des promos en vidéo qui faisaient énormément penser à celle de Scott Hall. Avec moins de classe. Ah, mais du coup, c'est pas cette période. Il avait une pomme. Bah oui, c'est pas cette période. C'est pas cette période-là, c'est après Carlito. Parce que moi, je me rappelle de Carlito et de Chris Master. Mais c'est post 2005. Donc on est encore une fois, le présentateur s'est encore planté. Ouais, c'est encore planté, exactement. Bon, bah désolé les amis. Hein. On en reparlera de Carlito parce que je trouve que lui c'est très intéressant d'en parler. Donc, peut-être pas une émission totale sur lui, mais on trouvera un moyen d'en parler parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et puis toujours présent aujourd'hui. Toujours présent aujourd'hui et qui est très marrant aujourd'hui. C'est vrai. Qui est très 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 marrant aujourd'hui avec le Judgment Day. Et en plus, il a pas commencé à Raw dans tous les cas, il a commencé à SmackDown. Et c'était quelqu'un qu'on y croyait vraiment parce qu'il fait. On va quand même en parler vite fait. C'est quelqu'un qui fait partie d'une des familles de catch les plus respectées de tous les temps. Porto Rico? À Porto Rico, c'est ça. Son père, c'est Carlos Colon, qui est le patron de la WCC, la Wrestling Council à Porto Rico. Et c'est quelqu'un quand il a été signé à WWF, il était déjà promu au sommet, hein. Parce que les enfants, premier match, il affronte John Cena à SmackDown pour le titre des États-Unis, il le bat. Premier match. Et le pire, c'est quand il est drafté à Raw, premier match, contre Shelton Benjamin, titre intercontinental, il le prend. Donc ils ont fait ça 2 fois. Donc c'est quelqu'un à quel point ils y croyaient et puis voilà. Non, mais alors, tu me l'avais dit en off, parce que je t'avais dit que Carlito, je l'avais mis, tu m'avais dit que de toute façon Carlito n'était pas de cette période-là, mais moi je considère que si je fais une erreur, on la laisse et on voit ce que ça donne. Ouais. Alors pour le prochain nom, je vais te demander, de faire le plus court possible. Parce que sinon, je pense que tu peux faire une émission complète sur lui. Ah. Pour moi, c'est le vrai People Champ. Oh. C'est pas The Rock, c'est l'autre qui se faisait appeler comme ça. C'est Christian. Ah, Captain Charisma. Il se faisait appeler aussi le People Champ. Le People Champ. Et oui, on va faire super court. Parce que lui, je pense que c'est l'un des catcheurs qui mérite. Lui, même je vous le dis, il y aura une émission sur lui. Ouais, tu veux la faire. Où on retrace. Je sais on veut pas parler d'actualité. Mais on est obligé de refaire toute sa carrière jusqu'à maintenant, parce que maintenant, c'est un des anciens catcheurs, à plus de 50 ans, qui est encore le plus pertinent dans le monde du catch aujourd'hui. Ceux qui suivent la AEW savent très bien de quoi je parle. Mais Toi, je sais que Thomas, tu ne suis pas du tout ça. Non, je suis pas la AEW, pardon. Mais par contre, c'est vrai que Christian, j'ai plein de souvenirs de lui. C'est un catcheur qui m'a marqué, mais pas que dans la période qu'on est en train de parler de là. Je l'adorais. J'adorais aussi son acolyte. Tyson Tomko, j'adorais les... Des meilleurs thèmes song ever, les enfants. Je crée les problèmes, il les règle. Ouais. C'était, moi j'aimais bien, Christian. Christian, vraiment top et pertinent, même en low card. Pertinent à chaque moment de sa carrière. Il a toujours délivré. Et même, on en parlera quand on fera son émission sur lui, même sa période TNA, où il est champion TNA, c'est là où les gens ont dit, mais en fait, il était exceptionnel, quoi. Et je sais que c'est le catcheur préféré de beaucoup de gens. Waterproof Blonde, son thème. Exact. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Ouais. C'est une des meilleures musiques de catcheur. Ever, comme je vous ai dit, c'est le meilleur thème. Pour moi, c'est un des meilleurs thèmes songs de tous les temps. C'est une vraie musique. C'est une vraie musique. C'est pas, voilà, c'est pas. Écoutez l'original où c'est la personne féminine qui chante. Une femme qui chante, c'est exceptionnel. Parce que la version, quand il revient à la ECW, la version où c'est l'homme qui chante, je la trouve beaucoup moins bien. Et son thème TNA et son thème AEW aussi, pour moi, est l'un des meilleurs thèmes ever. Bon. Christian, on met de côté parce que Christian, il aura son émission. Alors, ce sera peut-être pas lors de la saison 1. Parce que notre saison 1, notre fil rouge, c'est le règne de la terreur de Triple H. Le moment où on passera sur une prochaine saison, qu'on va retrouver un nouveau fil rouge, certainement, on essaiera de mettre Christian dedans. Mais on va en parler, je vous tease un peu, on en parlera un petit peu prochainement. Parce que dans une de nos futurs sujets, j'aurais beaucoup à dire sur lui, dans une rivalité avec quelqu'un. D'accord, on continue. Alors là, je vais essayer de pas te faire trop rire. Si je te dis Eric Cartman, shoot dans le bébé. Snitsky! Ah, il est fort, c'est pas pour rien que t'es mon champion. Voilà. Alors là, ça va aller vite. On va faire déjà juste un petit big up à l'un des youtubeurs catch les plus connus. Parce que c'est son catcheur préféré. Mr. Hawkin, pour pas le citer. Je connais pas. Voilà, donc c'est l'un de ses catcheurs préférés. C'est une blague incroyable. Alors c'est vraiment l'archétype de ce que McMahon des fois veut mettre en avant et qu'on comprend pas pourquoi. Parce que le mec c'est un fric. Par contre, il faisait peur. Hein. Bah, physiquement monstrueux. Monstrueux. Ah oui, un monstre, une bête, oui. C'est un monstre. C'est un Golgoth de plus de 2 mètres. Stéroïdé. Ah oui. Parce que
Ah, fuck. Une gueule, comme tu dis, terrifiant. Des dents jaunes. Bah ça c'est après. Ah, d'accord. Durant cette ère 2004, 2005, tout ça, il a les cheveux longs, il a une barbiche Petite barbichette. à la fouine un peu. Et il a un regard De bovin. psychopathe. De psychopathe bovin, quoi. Ouais. C'est vraiment, il est terrifiant. Et en fait, il est apparu dans une rivalité qui est très 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 louche avec Lita et Kane. Et ce qu'on se souvient le plus, c'est un segment où là, je pense que là, c'est son moment de génie de toute sa vie. C'est le shoot dans le bébé. Vous irez taper sur YouTube Snitsky Baby, je vous laisse la surprise, je vous raconte pas le contexte. C'est exceptionnel. Mais tu penses pas qu'avec lui, il y a un tout petit raté, il n'y avait pas mieux à faire quand même? Parce qu'il avait quand même un truc pour faire peur. Il était impressionnant. Enfin, je me dis... Ouais, alors, mais le problème, c'est que il fait partie des... comme à l'époque de la Oganira, c'est un enfant spirituel du Warlord. Ouais. En fait, c'est des mecs qui sont Golgoth, qui ont une gueule, mais par contre, qui sont nuls dans le ring, quoi. Il n'y a rien à en tirer, quoi. Il est nul. Il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Ils ont essayé de le repousser en monstre encore plus terrifiant avec ses dents jaunes, les boutons dans le dos chauve à l'époque de la ECW de 2008. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, tu peux rien en faire avec un personnage comme ça, parce que le gars n'a même pas le... Juste à part faire des grimaces... oui, et puis dans le ring, c'était nul. C'est vraiment nul, quoi. Alors le présentateur, il est fort, il a mis une deuxième fois Nunzio. Alors allez voir le Spire, hein, toujours pareil. Toujours. Ah, désolé, hein. Alors là, tu vois, par contre, c'est marrant parce que j'en avais une trentaine des noms. J'ai l'impression qu'on a tiré tout vraiment le bas du quart panier. d'heure, mais du bas du panier. On a eu Christian, attention. Mais là, j'en ai un autre. Pareil, je vais te demander d'être très court. Parce que lui, il aura son émission, elle pourrait être en 2 tomes. Tellement il a marqué l'époque. C'est Kane. Ah oui. Parce que là, on est même... À cette époque-là, mid-carder. Même upper mid-carder. Upper mid-carder. Parce qu'il a quelques matchs pour le titre. Voilà, il a déjà plusieurs fois main eventer dans toute sa carrière. On va faire très court. Alors on va faire très court, c'est pas parce qu'on n'aime pas Kane, encore une fois. Hein. Non, c'est parce que lui aussi Lui, aura son émission. il aura son émission et je pense peut-être même si... Peut-être même en 2 parties. Et puis peut-être même... Alors, on n'en a pas encore discuté, mais ça peut être prochainement ou début d'année. Oui. Mais c'est quelque chose qui va arriver vite. Qui va arriver vite, parce Kane. qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Donc le truc que je vais faire synthétique, c'est... on va prendre un peu le prisme pas comique, mais on va dire un peu plus grivoise. Ce mec a eu une carrière exceptionnelle dans la durée, alors qu'il a dû avoir les pires storylines en compétition avec le Big Show, quoi. C'est des mecs qui ont mangé cher, quand même. Ils ont eu des storylines de merde. Tu dis comme les mecs, c'est les bras droits de McMahon, parce qu'il fait partie des bras droits de McMahon. Lui, Oui, vraiment c'est porte-flingue de McMahon, pour reciter quelqu'un qui l'avait dit. Et les mecs, ils ont morflé en termes de storyline. Ah oui, lui, il a mangé, quoi. Parce que derrière, forcément, il apparaît en tant que frère d'Undertaker, exceptionnel. L'une des meilleures arrivées de l'histoire de la WWE. Un catcheur arrivé. Hell in a Cell, Bad Blood 97, le premier Hell in a Cell. le meilleur, l'un des meilleurs Hell in a Cell de l'histoire. Ouais, l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur. Encore maintenant. Il sort du ring. Non, c'est Big Show qui sort du Non, ring. lui, dans il un des arrive, matchs. il arrache la porte. Il arrache la porte, c'est ça. Il arrache la porte, il tombstone Undertaker. C'est le moment où il est encore avec, comment il s'appelle? Bien avec Paul Bearer. Paul Bearer Il qui a- dit, j'ai trouvé ton frère, tu l'as tué, Kane is Exactement. alive, Kane is alive. Murder! Murder, voilà, c'est ça. Voilà. Murder! Et on apprend même plus tard qu'en fait, c'est dans les storylines, le fils biologique de Paul Bearer. C'est le début. Avec qui il a couché avec la mère de l'Undertaker. C'est ce qu'on apprend. Vince Russo. Parce que si ça peut pas être simple. Voilà. Ah. Voilà, il faut mettre de la complexité. Et vraiment une carrière, il y a trop à dire. Donc on fera une émission sur lui, les enfants. Mais pour juste synthétiser vite fait, durant l'ère de la terreur, très bon mid-carder, en équipe avec Rob Van Dam, un des rivals de Triple H. Il en fait partie. Et c'est durant cette période où il se démasque. Il fait partie de ceux qui ont permis d'enterrer les stars et les anciennes stars de la WCW, notamment une. Parce qu'il est là au moment où Goldberg se fait enterrer. Oui, On en parlera à l'émission, parce que Goldberg, il aura son émission, c'est sûr. c'est sûr. Parce que c'est moi un des catcheurs qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai que Kane, à cette époque-là, il est présent. Oui, il est présent. Et c'est, comme je dis, c'est durant cette période-là où il se fait démasquer. C'est Oui, durant oui, la- avec Rob Van Dam, on en parle un tout petit peu Voilà. avec Rob Van Dam, on rentrera plus dans les détails. à ce Et en moment-là. perdant contre notre ami Triple H. Donc on y revient tout le temps. On y revient tout le temps. On y revient tout le temps. Alors là, pareil, il va y avoir à dire. C'est compliqué, hein, les amis. On n'a pas de bol parce que c'est vrai que sans le faire exprès, on tombe sur tous les hauts, ce que je pensais être le haut du panier. Oui. Et là, c'est les Hardy Boys. Oh Alors, en 2003, à l'époque du règne de la terreur, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Bah déjà. Et je pense que Matt Hardy n'est même plus là. Non, c'est Jeff Hardy, pardon. Et Je pense bah, que Jeff Hardy est plus là. Et ben c'est exactement ça.
En fait, là, on en parlera à SmackDown de Matt Hardy, parce qu'il y a beaucoup à dire. Dans les mid-carders, beaucoup à dire. Techniquement, Matt Hardy mériterait une émission aussi, hein, mais Alors moi j'aimerais bien faire une émission, on doit faire une émission sur Matt Hardy. Je veux qu'on parle plus de son processus créatif que de ses performances in-ring. exactement. Parce qu'on le sait que c'est un bon catcheur, même si un peu, je il pense, est en dessous de son frère. Oui, mais il est sous-estimé par rapport à son frère parce qu'il a fait des fois des dingueries autant. Mais en Porteur. termes de créatif, C'est un meilleurs. monstre. C'est un monstre. peut-être même le meilleur. Moi je suis presque... Ouais, il est exceptionnel. Ce qu'il a fait pour Et- renouveler sa carrière à chaque fois, Et ben, Matt Hardy. on en parlera durant les mid-carders de SmackDown. Parce que justement, c'est une de mes périodes préférées de Matt Hardy. Donc, La matitude. V1. Donc on en parlera. On peut pas parler des Hardy Boys en fait durant cette période à Raw parce que Vas-y, Jeff vas-y. Hardy part en 2003. Moi, en fait, j'ai le souvenir, je les ai mis parce qu'en fait, j'ai le souvenir d'un match de Jeff Hardy contre le Taker, Ben ça c'est un peu avant le règne de la Terre. fin 2002, C'est fin 2002. où le Taker à la fin finit par féliciter Jeff Hardy Oui, dans un match de ouf, match hardcore. de l'échelle, je crois. Hardcore avec Hardcore, avec, hardcore, et je me rappelle qu'il y a une échelle dans Oui, l'histoire. l'échelle. Et celui-là, je me rappelle l'avoir vu Et surtout qu'en plus sur RTL9. c'est lunaire parce que l'Undertaker dans un match avec des échelles en 2003 à l'époque American Badass, ça existe pas. Hein. C'est Bah. quelque chose qui a pas de sens hein, de base. C'est un match à voir les enfants, mais Tu c'est me pas permets l'air de la Terre. Tu me permets de te poser une question? Bien sûr. Est-ce que c'est pas l'un des premiers vrais bons matchs de Taker? Ah, in-ring, oui. In-ring, hein, je te Oui. parle, hein. Oui, il y avait eu un Rob Van Dam un petit peu avant, Avec le Taker? en titre hardcore toujours, où il y avait déjà eu un très très bon match, et il y avait eu Ric Flair WrestleMania 10 aussi, qui est très bon. D'accord. Donc ça fait partie dans les périodes où il sortait des gros matchs, parce qu'en American Badass, l'Undertaker, il doit y avoir 6 bons matchs. Hein. Voilà. Et souvent, il est pas une fois en équipe ou des choses comme ça. Ouais, ou dans des triple threats, et en fait, c'est même pas lui le Face point à central. Angle ou... Bah, il y a désolé, on digresse, mais c'est un peu la base de l'émission. Match de derrière les fagots que je vous conseille. C'est un triple threat, justement. C'est The Rock, Kurt Angle et Undertaker. Ah, voilà. Et en fait, dans ce match-là, ils se volent tous leur prise. Et du coup, c'est très marrant à voir. The Rock fait un choke slam, l'Undertaker fait un angle slam, et Kurt Angle fait un rock bottom. Ils se volent tous leur prise. Ouais. C'est très marrant à voir, en fait. Donc ça, on fera une émission un petit peu plus Matt Hardy Matt Hardy. avec SmackDown quand on fera les... C'est ça, parce qu'en fait, Jeff Hardy revient en 2006. Oui. Il part en 2003, il revient en 2006. Ah si, il y a un petit truc en 2003 un peu marrant, avant qu'il se fasse virer. Ça a montré à quel point qu'il avait déjà beaucoup de démons, Jeff Hardy, et qu'il ne se rendait pas compte du potentiel star qu'il pouvait avoir. C'est encore un truc de derrière les fagots, c'est une petite anecdote que j'aime beaucoup. Quand on parle du selling, les enfants, qu'un bon catcheur, c'est quelqu'un qui sait vendre et qui sait montrer que tout est réaliste. J'ai ce souvenir d'un match entre Triple H et Jeff Hardy, où Triple H à l'époque, bah, c'est là où il commence à règne de la terreur, justement. Où Et il s'est dit, off, j'ai la flemme, je vais mettre over le sleeper hold. La prise du sommeil. La prise du sommeil. Donc, Gunther, il arrive très bien aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait pas trop envie de voir des sleeper hold, surtout de la part de Triple H. Il se décidait de gagner ses matchs avec la prise de sommeil. Donc, chiant à mort, parce que Triple H à l'époque était chiant. Et il fait une prise de sommeil sur Jeff Hardy, et vous voyez Jeff Hardy en train de mâcher son chewing-gum. Et en étant vraiment sur son visage, j'en ai rien à foutre. De toute façon, ce qui a un peu coulé la carrière, pas coulé, c'est un grand mot, parce que quand même, sacré catcheur Jeff Hardy, toujours présent aujourd'hui à la AEW, il me semble, hein. Ou Non, à la TNA, toujours présent aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi un petit peu son manque de professionnalisme et ses démons. Et ses démons, parce que vraiment à l'époque, il avait le potentiel de... Il montrait plus de latitude, il y avait des segments backstage avec HBK, où il aurait pu devenir peut-être même heel déjà à l'époque. Vraiment, il avait de l'attitude. Mais ses problèmes d'addiction, le fait que peut-être il prenait pas ça au sérieux, comme je vous dis, là, ce match contre Triple H, on montre vraiment que le mec, il Rien à foutre. Il avait rien à foutre. Matcher son chewing-gum pendant la prise de catch alors qu'on est en direct à la télé, c'est honteux, quoi. Ouais, Je pense que même je vais voir du catch au fin fond de nos villes à nous, avec 20 pelés dans le ring. Aucun catcheur français se permettrait de faire ça, quoi. Donc, Ouais, bah après, on va pas parler de tous ces démons à la TNA, toutes ces choses-là. Je sais pas si on fera une émission sur Jeff Hardy, on verra bien. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire sur Matt, parce que Jeff, Matt mériterait. Jeff, il y a énormément d'émissions. Vous pouvez en trouver assez facilement. C'est un des catcheurs les plus aimés de la génération éteinte, donc en fait, on va rien vous apprendre, en fait. Alors que Matt, il y a plein de choses où j'aimerais, parce qu'il y a un raté énorme avec Matt Hardy. C'est avec Edge. En 2005.
Alors on en parlera, hein, quand on fera les sur SmackDown. Si tu veux qu'on fasse les mid-carders SmackDown, on pourra faire cette petite aparté de la rivalité avec Edge, même si c'est un Raw. Oui, parce que Matt Hardy mérite un peu plus de considération. Voilà, on en parlera. On peut faire si vous êtes intéressé, si vous voulez voir cette émission, on pourrait parler justement de cette rivalité Edge Matt Hardy et faire une émission totalement dessus. Avec un raté monumental. Moi, je pense à un raté de la WWE. Ouais, il y avait mieux à faire pour les... Si t'es d'accord, on parle de Matt Hardy en général, mais on se concentre sur cette période-là. Il n'y a pas de souci, on peut parler d'un... Je pense que ça peut mettre une émission intéressante, un petit peu, reprendre un petit peu le principe qu'on a fait avec Grand Van Damme, le raté de Grand Van Damme en 2002, et on peut très bien faire le raté de Matt Hardy en 2005, finalement, c'est tout à fait possible. Ça me plaît bien. On continue ? On continue. Alors on continue avec William Regal. Ah, et là tu me touches une petite corde sensible parce que c'est un de mes catcheurs préférés, je pense. Avec le recul. Pas à l'époque. Pas à l'époque. Je le maintiens pas à l'époque. Hein. C'est en vieillissant que je me suis rendu compte de la greatness de ce mec. Donc en 2002-2003, il est face à Raw. Et en fait, c'est un peu le mentor. Et c'est lui qui est le mentor de Eugene. Donc je sais pas si tu l'as mis dans cette... Je sais pas, tu verras. Voilà. Et en fait, c'est vraiment parce que si on tombe sur Eugene, je rentrerai en détail, mais en fait, il sert de faire valoir en mettant en avant des jeunes. Donc Eugene, et c'est quelqu'un qui accepte en plus de se faire tabasser parce que c'est un ami de Triple H. Et on le voit encore aujourd'hui, parce que si vous êtes au courant de l'actualité, il est parti à l'EW, après s'est fait virer, il est retourné à la WWE, rappelé par son pote Triple H, et pour s'occuper de son fils à NXT. Et c'est un des plus grands esprits du catch. Que ce soit in-ring, personnage, il a tout. Mais lui aussi, le problème qu'il a eu, c'est ses démons. King of the Ring. En 2008. Qui... Pour moi, c'est là où il est au pic. Là, pour moi, j'avais lu en backstage, dans les dirt sheets plutôt, qu'il devait être champion du monde. Hein. À ce moment-là, ça s'est pas fait à cause de ses démons. Mais vraiment, en 2002-2003, c'est un mid-card, voire low-card. On le voit très peu. Mais il met en avant les gens. Et il fait grandir les gens dans le ring. Parce qu'il c'est quelqu'un où les mauvais matchs avec William Regal, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est un peu comme ces catcheurs comme Chris Benoit ou Kurt Angle, les mecs c'est des machines au catch, quoi. Et vraiment, William Regal, il a souvent été portrait comme gros heel, on va dire un peu dictateur ou un truc comme ça, très méchant, mais en fait, lui, il a déjà dit plusieurs fois, ce qui l'éclate, c'est de faire de la comédie. C'est pour ça qu'en fait, ces segments comédie, c'est ce qu'il a préféré faire dans sa carrière. Bah, c'est moment avec Tajiri. Moment avec Tajiri, quand il est manager à ce moment-là de Raw, quand il est commissionnaire de Raw, où Jericho lui pisse dans son thé aussi. Oui, quand il s'est trompé, il a son thé, moi je me rappelle tout le setup avec l'armure, avec tout ça, avec Tajiri. C'est ça. Ça, c'était sympa, ouais. C'est ça, ou le match face à Rob Van Damme avec les règles, non, c'est face à Chris Jericho avec les règles de la reine, de la duchesse de je sais plus quelle ville d'Angleterre. Il a toujours mis beaucoup de comédie dans ses matchs, parce qu'en fait, ça l'éclate. Et moi, j'arrivais à bien le détester, William Regal, quand il faisait les On-American. Oui, il a fait partie d'un American, oui. Je le détestais. Je trouvais qu'il avait un physique moche avec ses tout petits bras. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, il a pas un physique. Quel catcheur. C'est ça, quel catcheur, en fait, il a un physique, quand on pourrait dire un peu disgracieux. En fait, il a la tête d'un bagarreur de bar de Manchester, quoi. Ouais, de Manchester, supporter de Manchester United. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est exactement. Mais il a une gueule. Ah, il a une gueule. Il a une gueule qui sort surtout plus tard quand il a les cheveux longs. Ce charisme. C'est dommage mais lui, par contre, on peut pas dire que c'est un raté de la WWE. C'est lui qui a créé son raté. C'est lui qui s'est raté, ouais. C'est lui qui s'est raté, ouais. Et il a une très longue carrière. Il y a beaucoup à dire sur lui aussi. Bon, je sais pas s'il aura son émission, mais c'est bien d'en parler un petit peu. Oui. Alors là, on va parler d'un catcheur qui est toujours présent aujourd'hui, qui est peut-être même l'une des plus grandes stars aujourd'hui, en termes de nom. Mais c'est un catcheur que nous, on a déjà trouvé extrêmement clivant. Parce je pense même que quand il aura son émission, on va en parler. Ça va pas plaire à tout le monde, ce qu'on va dire. C'est Randy Orton. Et Randy Orton, je te propose même que on en passe très vite, parce que lui, son émission, j'espère même qu'on se fasse presque insulter dans les commentaires, parce que nous, on a un truc sur lui. On a toujours dit. On a un point de vue qu'à l'époque personne n'avait. On en discutait beaucoup entre nous et donc du coup en privé, quoi. Et je vous parle de ça a 15 ans, les amis. 15 ans. On vous tease. Hein. On rentre pas les détails du coup, mais on a beaucoup à dire sur Randy Orton à certaines périodes de sa carrière. Par contre, durant le règne de la terreur, c'est le début de l'évolution. Ah oui. Donc c'est l'espoir, c'est lui qu'on voit en tant que futur star parce qu'il avait la gueule, c'est le catcheur de 3e génération. Tout ce qu'on répète tout le temps que tout le monde connaît. C'est devenu l'une des plus grandes stars WWE actuelles. À l'époque,
À l'époque, je le kiffais vraiment, par contre. À l'époque, il était génial, très bon mid-carder, l'un des meilleurs champions intercontinentaux de cette période. Avec Grand Vanda. Voilà, c'est ça. Vraiment très marquant. Et on peut en arrêter là parce que, en fait, si, le seul truc qu'on peut dire, mais on en parlera plus dans l'émission dédiée. Ah, lui, il en aura une, c'est sûr. Pareil, j'ai pas la date en tête, mais il en c'est aura ça. une. Et dans le Reign of Terror, on en parlera beaucoup. Parce qu'en fait, le fait que c'était en backstage, qu'il avait une mentalité dégueulasse, et qu'il a fait beaucoup d'erreurs, Triple H a décidé de le bousiller, de le saboter. Et donc, du coup, il a été le plus jeune champion du monde de l'histoire, en battant Chris Benoit, en arrêtant le règne de Chris Benoit qui était un échec. Inutile. Et derrière, c'est le pire run de Babyface, l'un des pires runs de Babyface. Mais il aurait jamais dû être Babyface. Il aurait ce mec-là. jamais dû tourner. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, et donc du coup, il n'était pas prêt. Et Triple H, l'a détruit. Littéralement. Vraiment, à la télé, tout ce que vous voulez. Nous, de toute façon, lui, on va en parler, et de toute façon, lui, il aura son émission, parce qu'au moment où on s'est lancé dans notre, excusez-moi les amis, dans notre émission Les Couloirs du Catch, on a dit que lui, il aurait son émission. Il fait partie des, désolé, on est un petit peu malade, hein, il fait froid dehors. Et lui, il aura, mais lui, c'est vraiment un personnage pour nous qui est très clivant. Parce qu'on remarquait souvent que c'était, à la télé, moi, je voyais pas la star que tout le monde disait. Oui, et vraiment, le consensus, surtout actuellement, tout le monde dit que c'est le plus grand. C'est vraiment qu'il est, il est du niveau de John Cena, du niveau de toute cette période-là, et vraiment, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a des moments où c'est discutable. Voilà. Je suis pressé de la faire, cette émission. Moi aussi. Parce que je pense qu'on va s'attirer un petit peu de hit, mais c'est là où justement, On fera notre heel turn. c'est là où justement on va pouvoir dire qu'on a un œil différent, et que finalement, ben, on a vécu pas mal de choses dans le monde, dans l'histoire du catch, et que c'est cool de pouvoir un petit peu parler de ça. Et comme diraient les autres, c'est notre avis, mais par contre on se sourcera et on vous dira d'aller voir à quel moment il faudra vérifier, parce que c'est pas dans nos têtes. Je vous garantis que c'est pas. Mais de toute façon, l'émission, elle va pas être tournée dans les semaines qui viennent. Hein. Oui, on va se laisser le temps de se préparer. On vous tease. On tease, c'est un teaser parce que forcément, ça permet de parler de plein de catcheurs différents. Là, c'est un petit teaser, mais on en parlera et ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. On continue, mon ami? On continue. Alors là, j'ai la Résistance. Ah, très bonne équipe de mid-card. Donc leur gimmick, c'est des Français. Ouais. Des patriotes français qui se mettent au catch. Alors on est à l'époque, excuse-moi, je te coupe, on est à l'époque où, je crois, tu me dis, hein, parce que toi, t'es plus carré que moi sur ça également. C'est pas l'époque où Chirac a refusé la guerre d'aller en Irak ou une chose comme ça, et c'est pour ça qu'ils ont mis des Français. Exactement, pour attirer de la hit. Pour attirer de la hit, parce qu'on était les ennemis de... Tu te trompes pas du tout. Ah c'est bah merci. clairement ça. Merci. Et équipe française avec deux Québécois. Non, avec un Québécois français et un Canadien. Donc c'est même pas des Français hein, pour le coup. Donc la première résistance c'est Rob Conway et Sylvain Grenier. Et après il y en a eu un autre à la place de René Dupré. Non, d'abord c'était René Dupré et Sylvain Grenier. Et après René Dupré est parti à SmackDown et il y a eu Sylvain Grenier. C'est dans ce sens-là. Donc en fait ils ont été trois en tout. Rob Conway, Sylvain Grenier et René Dupré. Le voilà. premier c'est René Dupré qui Voilà. a un potentiel de ouf pour le coup, qui est un très bon catcheur et qui catch encore aujourd'hui. D'accord. Et c'était une très bonne équipe de mid-card. Je me souviens que leur nom de finish me faisait marrer parce que c'est le bonsoir. Où il y a une petite vidéo marrante. Je m'arrête juste sur ça, une petite vidéo marrante. C'est un des botches terrifiants. On aurait pu avoir un drame. Ils doivent faire justement leur prise de finition, donc le bonsoir sur Spike Dudley, de l'extérieur du ring à une table à l'extérieur du ring. Et en fait, ils évaluent mal. Et notre ami Spike Dudley se tape juste la tête contre la table ne casse pas. Je vous conseille d'aller regarder, ce botch est terrifiant. Son Spike Dudley, il en a pris. Ok, il en a pris. Il était vraiment là pour reprendre. Ah ouais, lui c'était punch bomb humain. Donc Résistance, pas grand chose à dire. Je pense qu'un des matchs marquants, parce qu'ils ont fait quelques pay-per-view, mais c'était vraiment très bas. Même s'ils ont été champions par équipe, mais vraiment très bas. Un des trucs marquants, c'est qu'ils perdent le titre face à Edge et Chris Benoit. Donc Chris Benoit est champion du monde poids lourd. Et ça fait partie, il gagne le titre pour amener tout doucement au heel turn de Edge. Donc c'est intéressant et c'est durant cette période. D'accord. Oui, de toute façon, il n'y a pas non plus des millions de choses à dire Pas sur de eux. mille choses, je veux dire, c'est une bonne équipe de mid-card. Mais il fallait, déjà, je suis content de les mettre parce que, il y avait on voyait le drapeau français. Oui. Donc c'était cool. La musique était bien aussi. Il rentrait avec le béret, là. Au début, oui. C'est ça. Il n'y avait pas trop de clichés à la WWE, c'est bien. Oh, ils aiment pas. Ils aiment pas les clichés, Ils aiment hein. pas les clichés. Hein. Alors là, on est sur peut-être un des catcheurs que tout le monde connaît également. C'est Batista. Ah bah alors là,
On va se baser uniquement sur le règne de la terreur. Je veux pas non, parce que lui, il y aura trop de choses à dire aussi. Parce que lui mériterait une émission. Sinon, on en a pour 1 heure et c'est pas le but. Donc, Batista, il fait partie de cette fameuse classe avec Randy Orton, John Cena et Brock Lesnar. On en a parlé dans l'émission de Rob Van Dam, il me semble. Oui. De cette classe OVW. Non, c'était l'émission de JBL, peut-être. JBL. Donc, c'est cette classe OVW, de 2002. Donc, c'était l'un des plus gros espoirs. Je crois que dans cette émission, on en parle aussi que Batista avait menti sur son âge. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est devenu une star alors qu'il était déjà très vieux. Qui était déjà très âgé, ouais. Très âgé. Une gimmick horrible à EW, à la OVW et au début de SmackDown, avec Léviathan, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, le Léviathan. Et en fait, ce n'était pas le premier choix pour le 4e personne de l'évolution. Donc là, ça me permet de faire une petite anecdote. Je sais pas si tu le sais. Non, pas du tout. Que ce n'était pas Batista qui était prévu dans l'évolution. Et ce qui est dommage, c'est que je viens de me rappeler non, c'est bon, je me souviens de son nom, j'avais perdu le nom. Ça devait être Mark Jindrak de base, dans l'évolution. Donc il y a des vignettes qu'on peut retrouver sur Internet où on voit Triple H, Ric Flair, Randy Orton et Mark Jindrak. Mais sauf que Mark Jindrak avait vraiment trop d'ego déjà à l'époque, et Triple H ne voyait pas de potentiel, ils l'ont dégagé très vite. Et il a dit, mais lui, il a un physique incroyable, on pourrait en faire quelque chose. Donc du coup, c'est vraiment Triple H et Ric Flair ont vraiment fait que Batista soit une star. Mais je pense que on parlait tout à l'heure de Orton, on parlait de Batista, de faire une émission. Moi, j'aimerais bien qu'on pourrait faire une émission justement sur l'évolution. Oui, comme ça on pourrait parler de tout. Et parler de tout le monde. Comme ça, parce que des émissions sur Batista, il y en a, des émissions sur Orton, il y en a. Je me dis parler sur l'évolution et sur le destin des membres de l'évolution, c'est assez sympa. Ça me plaît bien, on peut faire ça. On pourra faire ça à l'occasion. Voilà, donc pour parler de Batista en mid-card dans cette période-là, c'est il affronte souvent. Il a une blessure entre les deux. Pendant un moment, on le voit plus parce qu'il se blesse. Je pense que c'est après durant la rivalité avec Goldberg, parce qu'il affronte Goldberg à Raw plusieurs fois. C'est vraiment Triple H envoie Goldberg pour affronter envoie Batista, excusez-moi, pour affronter Goldberg, et il se blesse. Donc on le revoit pas et il revient bien plus tard. Il revient avant WrestleMania 20, il me semble, pour faire le match contre Rock and Sock Connection. Batista, oui. Batista, Ric Flair et Randy Orton contre la Rock and Sock. C'est là où tu te dis quand même que Mick Foley, il a créé presque toute l'évolution. Bah oui, parce qu'il a même créé Triple H. Bah c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. À part Ric Flair, et encore, je suis sûr qu'il y a des matchs à eux dans les fédérations très lointaines dans les années 80. Je suis sûr qu'ils sont déjà affrontés les deux. Mais c'est vrai qu'il a fait Triple H, il a fait Orton, et il a donné un coup de main à Batista. Ça, exact. C'est grand monsieur du catch. Mick Foley, Mick Foley, aucun doute. Sa fille est très sympathique. Petit aparté, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire. Mais Batista, ouais, très bon bourrin, l'enforceur de l'évolution. Donc celui qui avait dans les Four Horsemen, c'était Arn Anderson. Et là, c'est Batista. Donc c'est vraiment le déménageur, quoi. C'est vraiment un fils. Avec un charisme très sympa. Quand Arn Anderson ressemblait à un pharmacien, Batista, quand même, il avait du potentiel. De toute façon, il suffit de voir ce qu'il a fait après de sa carrière au cinéma. Ouais. Alors, oui. Moi, je vous conseille un film de lui, c'est The House of the Rising Sun. C'est un film assez noir où il est videur de boîte de nuit et c'est très sympa. C'est un film complètement méconnu parce qu'après on le voit dans les Gardiens de la Galaxie où il a un rôle très important. On le voit dans James Bond aussi. On le voit dans James Bond, bon, charismatique, y a pas de problème, physique. Bon là, il a vachement maigri en ce moment. Ouais, oui, mais on sait pourquoi il s'est tourné vers Hollywood pour il a la gueule, hein. Non, mais... Et moi justement, on en parlera dans cette émission d'évolution que tu as proposée. C'est moi, je veux vraiment faire l'emphase sur sa période heel avant son départ en 2010. D'accord. C'est vraiment là où je trouve qu'il est exceptionnel. Est-ce qu'on parlera de Blutista? On pourra parler de Blutista. Clin d'œil, hein. Clin d'œil. Et si on parle de son dernier match, je vais pas être très 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 gentil. Bon, on continue. Goldust. Ah, là tu retouches une petite corde sensible encore une fois. Pareil, je pense que lui, on se rend pas compte à quel point cet homme-là, c'est un des plus grands esprits du catch aussi. Donc lui, durant cette période-là, c'est vraiment du low card, c'est beaucoup de comédie, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a quand même été en équipe avec Booker T, ou vraiment une équipe très marquante, des segments backstage très rigolos, tout le monde s'en souvient, mais c'est quand même quelqu'un qui a commencé très tôt, fils de Dusty Rhodes, donc c'est le frère du champion de Cody. Hein. Il a commencé on dit même que c'est le catcheur qui a lancé les Ratitudes avant les Ratitudes. Oui. Parce que son personnage est quand même très osé. Controversé et osé. C'est un critique de film précieux. Non binaire, je dirais presque. Ouais. Voilà. Et qui se travestit, quoi.
Donc vraiment un personnage hors du commun. Il n'y en a jamais eu des comme lui à aussi haut niveau. WWE, il a une bonne carrière, mais ça n'a jamais été assez loin. Mais qui a su se réinventer quand il revient avec son frère. J'ai beaucoup aimé cette période, C'est l'époque super. face au Shield. Ouais. Voilà, donc le Brotherhood. Ouais. Ça, c'était vraiment top. Bon, après, derrière, il y a eu Stardust et on va pas en parler. Et même encore, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est encore en contrat à la WWE. Il a mis beaucoup de gens en avant. Il a eu son match contre son frère, qui est l'un des meilleurs matchs de catch de la décennie. Il est encore pertinent dans le ring aujourd'hui, quoi. Et parce que dites-vous quand même que le mec, en 97 ou en 96, il est là. Il est catcheur à plein temps. Il est là avant. Oui, non mais Parce moi qu'il j'ai catchait sous son vrai nom de Dustin Rhodes. à la WCW. Bon, il s'appelle Dustin Rhodes de Dustin Rhodes à la WCW. C'est quelqu'un qui, il a dû commencer. J'ai pas de notes, donc du coup on va dire, il a commencé début des années 90. Non, on est sur du 30 ans, voire 35 ans de carrière pour lui. Exactement. C'est énorme, c'est dire que gigantesque. il est toujours là. Et pour moi, sa legacy, c'est son finish de l'époque. Le Shatter Dream. Ah, j'aimais bien ça. Ah, le bon coup dans les valseuses. Ah, ça faisait toujours plaisir. Ça faisait toujours plaisir. Et vraiment des mimiques reconnaissables, vraiment la respiration, vraiment le packaging de Goldust, c'est vraiment dommage qu'à la WWE, ils en ont jamais rien fait, en fait. Moi, quand il se sépare d'avec Booker T, qu'après il se fait prendre à partie par l'évolution, moi j'avais les larmes aux yeux, ça m'a rendu fou. Hein. Ouais. Moi, ce mec-là, je les aimais bien tous les deux, Goldust, Booker T. Ça marchait bien. J'aimais bien. Non, c'était top. Là, maintenant, je pioche un nouveau nom. On en a parlé, c'est Eugene. Ah. Eugene qui a fait partie de la rivalité avec l'évolution, sur la fin de l'évolution, parce que Orton, il est déjà peut-être plus membre de l'évolution. Si, il est toujours là. C'est post-WrestleMania 20. Donc vous avez Eugene, vous avez Triple H, et le mec qui est en faire-valoir de cette rivalité, c'est le champion du monde. Poids lourd. C'est quand même aberrant. Oui, c'est aberrant. C'est aberrant parce que le dernier match de la rivalité Triple H Chris Benoit, c'est un Iron Man match, et le plus important du match, c'est Eugene. Ouais. Qui vient, je crois, dans les tribunes. Dans les tribunes, Qui ouais. vient dans les il tribunes. écoute le match à Triple H. Et qui coûte le match à Triple H parce que Triple H se fout de sa gueule depuis le début. Depuis le début, où, par contre, on est obligé de s'arrêter là, donc juste, je fais très vite. Vas-y. La gimmick de Eugene, c'est un handicapé mental. Donc déjà, encore une fois, on se permettait des choses qu'on peut plus se permettre aujourd'hui. Avec petite aparté, c'est le neveu d'Eric Bischoff. Juste pour montrer que chez les Bischoff, on n'est pas très fou de ça. Voilà, il y a du sang qui s'est beaucoup trop mélangé. Qui c'est qui a gagné les Monday Night Wars? C'est la WWE, hein. C'est exactement ça. Et c'est un gros fan de catch, ultra fan de catch, c'est un neuneu. Et en fait, comme la plupart des handicapés mentaux dans les films et tout comme ça, il a une force surhumaine. Oui. Voilà, donc c'est une force de la nature. Et en fait, dans les matchs, c'est un très bon catcheur et il a été coach au Performance Center. Oui, Nick Dismore. Pendant très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment producteur. Mais je crois qu'il avait quelques soucis aussi d'addiction. Oui. Il me semble. Je crois en avoir entendu aussi. Mais il a été embauché, il était entraîneur d'NXT. Il est resté très longtemps. Hein. Très longtemps. Je sais même pas s'il l'est pas encore maintenant. Bah si je continue, je vais regarder. Voilà. Et dans ses matchs, en fait, il refait toutes les prises des plus grands catcheurs parce qu'il est fan. Il fait des rock bottom, il fait des leg drop à la Hogan, il fait des Hulk up, voilà. Et ils le mettent en rivalité après que Triple H perd. Non, c'est le lendemain de Bad Blood. Bon, vous dire le lendemain de Bad Blood 2004 où il se lance en rivalité avec Eugene parce que Triple H a enfin fini sa rivalité avec Shawn Michaels dans l'INSL où encore une fois le champion du monde poids lourd n'est pas en main event. Pour vous montrer que Triple H il reste en main event même sans le titre. Et le lendemain, en fait, c'est un segment télé qui est exceptionnel. Je vous conseille d'aller le regarder parce qu'il est vraiment exceptionnel. En fait, c'est Eugene vient dans le ring, Jonathan Coachman est là, et il insulte Eugene en disant « Mais t'es qu'un tocard, les gens t'aiment pas, ils se foutent de ta gueule, casse-toi, machin. » Et il se fait sauver par qui? Par The Rock, qui vient dans le ring, qui vient, comme d'habitude, The Rock, sa passion, c'était d'humilier Jonathan Coachman. Il vient dans le ring et il dit à Jonathan t'es une merde, machin, tout ça. Eugene, c'est mon pote ou quelque chose comme ça. C'est mon pote, voilà, tu as qu'à le laisser tranquille, toi t'es un tocard, t'es un hermaphrodite, comme il disait souvent, voilà, bref. Et là, il dit, alors Eugene, c'est qui ton catcheur, c'est qui le people champ? The Rock! C'est qui le mec le plus fort? The Rock! Et c'est qui ton catcheur préféré? Triple H! Et là, la tête de The Rock est mythique. Il fait, non mais là tu m'embarrasses, quoi. Oui. Là, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, il est
son catcheur préféré est Triple H. Donc le Raw d'après, on fait la rencontre des deux. Et là, Triple H, il se fout. Ah, il est exceptionnel, Triple H, dans ce segment. Il se fout de la gueule de Eugene. Il vient, il fait, je t'ai acheté un t-shirt de l'évolution, mets-le, tu peux le mettre par-dessus ta veste. Vas-y, on va prendre des photos, hein. Tu dis 1, 2, 3, pedigree. Et tout le public, non. Tu vas te le prendre dans la tronche. Il le prend pas. Et en fait, pendant plusieurs semaines, il est gentil avec Eugene. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment même, il défend Eugene face à Eric Bischoff. Oui, maintenant t'arrêtes de te moquer de lui parce que Eugene fait partie de l'évolution. Et dès que Eugene, il lui dit va te préparer pour le match. Et ils là, sont morts de rire. Voilà, il se fout de sa gueule, il fait qu'est-ce qu'il est con. Et c'est là où on va reparler un peu du William Regal. C'est un beatdown de l'évolution sur William Regal et Eugene, où vraiment, William Regal, on voit, il est un peu comme Mick Foley avait dit à Randy Orton, mais moi des vraies patates. Oui, fais-moi saigner, vas-y. Voilà, faut que ce soit réel. Voilà, crache-moi dessus, jette-moi dans l'escalier, quoi. Et là, c'est la même. William Regal se fait démolir et c'est le mentor de Eugene, l'entraîneur de Eugene. Vraiment, pour vraiment pousser la rivalité au Triple H. Voilà, au firmament. Il a réussi à mettre un climax dans cette rivalité qui est vraiment géniale. Et ce qui est dommage, c'est que c'est à SummerSlam, le match entre les deux, Triple H et Eugene. Et comme à Toronto, dans ce show-là, je sais pas, ils étaient mal lunés parce que ils sont pas pour les bonnes personnes durant tout le match. Ils sont pour Triple H. Ils sont pour Triple H. Et c'est pas le seul match où vraiment le public, on peut pas t'attendre ce que le public fait, mais là vraiment, il était bizarre aujourd'hui, de ce jour-là. Parce que du coup, ils sont pour Triple H, donc du coup, ça retombe l'overness de Eugene dans la poubelle. Parce que du coup, Triple H gagne le match et en plus, et c'est fini. C'est fini. Il y a un match pour le titre intercontinental où il y a Randy Orton. Non, c'est pas Randy Orton, il est dans le main event, je dis des bêtises. C'est Chris Jericho, Batista et Edge. Edge est chez lui à Toronto, il s'est hué. Ouais. Alors qu'il était encore face. Le public était un peu spécial. Ils étaient pour Batista. Ouais, on sait pas pourquoi. Voilà. Et dans le main event, pareil, le Randy Orton n'avait pas encore passé face. Il était en train de passer face pour affronter là où il devient champion du monde face à Chris Benoit. Chris Benoit se fait huer. Alors qu'il est canadien et qu'il est chez lui. Enfin, il est dans son pays. Voilà, il est champion du monde. Et... C'est ce show, il est bizarre. Mais de toute façon, Eugene, il l'a emmené comme au firmament, sa gimmick. Enfin, c'est quand même si génial d'en avoir fait ça. D'avoir réussi à l'amener aussi haut. Voilà, parce que... Et derrière, il a fait plusieurs apparitions, il est revenu assez sporadiquement, et ça a toujours été divertissant. C'est même lui qui ramène le Miz en tant que personnage, ça je pense que, je sais pas si tu t'en souviens. Non. C'est lui qui le ramène en tant que personnage principal de Raw. D'accord. Parce que The Miz était encore, c'est post-séparation avec John Morrison. Il est encore dans sa tenue ridicule, le Miz avec son chapeau, le cheat magnet, machin. Et il perd un match contre Triple H, contre John Cena, pardon, où il est l'anti-Cena. Donc il a un t-shirt anti-Cena et tout ça, il perd lamentablement. Et en fait, il doit quitter Raw. Il doit même quitter la WWE. Et derrière, ils font un genre de tournoi pour donner un contrat à quelqu'un. Et en fait, Eugene arrive en finale, face à un catcheur masqué, qu'on reconnaît pas, parce que c'est un mec qui catch en slip. Et en fait, le mec c'est là où The Miz a trouvé son finish. Il lui met un Skull Crushing Finale à Eugene, il gagne le match, il se démasse, c'est The Miz. Et là, on dit, waouh, ils sont tout. Et derrière, ça a lancé la carrière solo de The Miz, où il a arrêté d'être ridicule dans ses tenues, où il a commencé à être en slip et il a commencé à développer son personnage. Le plus sérieux. Le plus sérieux. Eugene. Non mais ouais, moi j'ai plein de bons souvenirs de Eugene, j'aimais bien. Même son theme song. Même si quand on regarde la gimmick, c'est dégueulasse. Ah oui, aujourd'hui ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était divertissant et vraiment, il y avait un amour du public pour lui. Ah, je pense aussi le fait qu'ils reprennent toutes les prises de finition des gros catcheurs, forcément les gens aussi ça leur plaisait bien. Et même parce qu'en fait il était attendrissant, il arrivait très bien à le jouer quoi. Oui. Donc on avait beaucoup d'empathie pour lui. Ah, quand il jouait, quand il vendait les coups ou quand il jouait quand il était un peu perdu dans sa tête, il le faisait extrêmement bien. Ah, c'est vraiment Nick Dinsmore, gros catcheur pour ça. Hein. Ouais, il savait vendre. Hein. Il savait vendre et il savait jouer. Il savait faire de l'acteur quoi. Alors il nous reste 2 noms. Alors, le premier, c'est Maven. On en a parlé tout à l'heure. On va faire très court. Oui. Parce que lui, c'est vraiment des moments un peu, comment dire, il y a des moments un peu cool, un peu marquants, mais ils en ont jamais rien fait. Donc c'est le vainqueur de Toy Finov, j'ai dit tout à l'heure. Il commence avant l'ère de la terreur, parce que c'est en 2002. C'est avant que Triple H devienne champion. Il y a un moment, le moment que tout le monde se souvient, c'est l'élimination de l'Undertaker au Royal Rumble. Où il y croit pas. Où il y croit pas. Ou l'année d'après, il pense qu'il le refait. Ouais, c'est ça. Vraiment, genre, long term storytelling. Ouais. Il met un dropkick dans le dos de Taker qui se fait éliminer et Taker a une tête impayable. Et il le débranle, là. Et après Taker le débranle. Ah, oui, il lui fait visiter toute l'aréna, je crois, il le claque dans le popcorn. Il le défonce. Et en fait, c'est quelqu'un, c'était le catcheur,
Souvent dans les jeux de catch, c'était contre lui qu'on l'affrontait au début. On était en rivalité contre lui parce qu'en fait c'est un catcheur qui n'a jamais eu de gimmick. Il était en pantalon noir ou slip noir. Moi, je le trouve tellement random. Ben c'est ça, en fait c'était ça, c'était catcheur sans gimmick en fait. C'est vraiment le jeune rookie sans gimmick et en fait il a jamais été plus loin que ça. Bah, il a quand même un match pour le titre. Hein. Oui. Parce qu'il y a un Survivor Series où ils sont en équipe face contre une équipe heel où c'est... Et ils gagnent dans l'équipe face. L'équipe face gagne et chacun, la semaine suivante, chacun leur tour, me demande pas le match. Hein. C'est des souvenirs, chacun de leur tour. Ils ont un match, ils sont commissionnaires d'Euro. Oui, c'est eux qui, général manager d'Euro. Il affronte Triple H. Il affronte Triple H. Il affronte Triple H. Et il perd, mais il a quand même un match. Un title shot. Un title shot. Et je pense que ça a été le plus haut. Ah bah c'est le plus haut, de toute façon tu peux faire que ça. On peut faire que ça parce qu'en fait, il est pareil, un peu de talent in ring, mais pas de charisme. Zéro charisme. Moi j'ai l'impression de voir, ton voisin. Bah moi j'allais dire j'ai l'impression que c'est le même mec. Je parle pas de talent de catch, hein, je parle en termes de visage, de gimmick, de ce qu'il apporte, que celui qui jouait le fils de Kurt Angle. Ah, Jason Jordan. Ouais, mais par contre, dans le ring, c'était pas la même. Non, moi je parle pas dans le ring. Je parle je trouvais qu'ils se ressemblaient, moi, les deux. Ouais, Jason Jordan avait quand même beaucoup plus de talent, je dirais. Oui, moi je parle pas de talent, hein. Je parle vraiment, d'apparence, quand tu le vois la première fois. Oui, t'as pas le feeling du mec qui est catcheur, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai déjà vu des dizaines de fois avant, et je l'ai vu des dizaines de fois après. Et ce mec-là, je m'en souviens parce que je regarde Raw, comme toi. Donc je me souviens de quelques passages sympas de lui. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Et par contre, actuellement, il fait des podcasts. Et il est, pour quelqu'un qui n'a pas eu de vraie carrière, il est très pertinent dans ce qu'il raconte. Donc moi j'ai déjà écouté un peu ce qu'il disait. Quelqu'un de très sympathique, très intelligent. Et qui a montré un peu d'envers du décor. Justement à son niveau à lui. Où il est réaliste et qu'il savait très bien qu'en fait, au bout d'un moment, il s'en est rendu compte très vite qu'il pouvait pas aller plus loin. D'accord. Voilà. Quelqu'un très humble, quoi. Dernier nom. Presque dernier nom. Il y a un nom qui apparaîtra pas aujourd'hui. Je profite de l'aparté avant de te dire les derniers noms. C'est Booker T. Tout simplement parce que Booker T va être le point central de la prochaine émission. Avec les catcheurs de la WCW enterrés à la WWE. Donc Booker T, je voulais pas en parler aujourd'hui parce que il sera l'un des points focus de la prochaine émission. Je voulais pas faire doublon. Donc je le pose là. Le dernier, c'est Shelty B. Ah, Shelton Benjamin. Donc on va pas pareil parce que lui il mériterait une émission. Je sais pas si on la fera un jour, mais c'est là où il commence vraiment à être mid-carder solo, en arrivant à Raw après le draft, où direct, il est en rivalité contre Triple H. Il le bat 2 fois, non? Il le bat 2 fois. Clean. Alors que Triple H tente de tricher. Lui, il le bat clean. Donc, on y croyait vraiment. Et en fait, il a jamais été vraiment plus loin que ça. À la WWE, il a toujours été mid-carder low carter. C'est un des meilleurs catcheurs dans le ring. C'est lui qui a entraîné Brock Lesnar. Faut pas l'oublier. Oui, grand ami de Brock Lesnar. Grand ami, et c'est lui qui l'avait entraîné quand ils étaient ensemble à la OVW. Il a l'une des meilleures équipes de tous les temps, mais pareil, qui a été trop court. La World Greatest Tag Team. Avec Charlie Haas. Qu'on aurait pu en parler aussi, parce que c'est un... Moi, j'ai le souvenir de lui à SmackDown. C'est pour ça que j'y étais pas là. Ouais, il était plus à SmackDown. C'est pour ça qu'elle est pas là, la World Greatest Tag Team. Il a eu des périodes à Raw, justement, même avec Viscera. Mais je me rappelle de lui à SmackDown, voilà. C'est pour ça qu'il est pas là. Voilà, mais lui, il a encore moins bien marché, mais Shelton Benjamin, encore pertinent aujourd'hui. Parce que il a signé à la WWE, 50 ans, un physique incroyable. Ah, mais il avait tout ce mec-là. Et on en parlait dans l'émission qu'on va dans Van Damme. Sa génétique fait que je pense qu'il aurait pu se lancer dans n'importe quel sport. Athlétisme, foot américain. Il aurait été monstrueux. Arts martiaux, pardon. Tout. Il aurait été monstrueux, comme tu dis. Voilà, parce qu'en fait, le gars a tout, quoi. Le physique, la tête, manque de charisme, mais pas très bon micro. Mais par contre, athlétiquement, c'est l'un des meilleurs du business. Bah, d'ailleurs, on va terminer, par un match qu'il faut aller voir contre Shawn Michaels. Le switching de Shawn Michaels, quand il saute sur la troisième quand il fait le springboard jusqu'au bout du ring. Exceptionnel. Ça, allez voir, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Shelton Benjamin, il pourra certainement faire partie d'une émission qui sera, je pense, plus courte que celle d'aujourd'hui quand même. Et je vais dire, limite qu'un seul petit truc. C'est le Monsieur Money in the Bank sans couronne. C'est l'homme des Money in the Bank qui ne l'a jamais gagné. Oui. Parce que dans tous les premiers Money in the Bank qu'il est dedans, on se souvient tous de ce qu'il fait dedans. Parce qu'il était fou. La WWE a pas voulu capitaliser à fond dessus. Elle aurait pu faire mieux. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Lui, il fait partie des plus gros ratés WWE. Parce que lui, t'aurais pu en faire avant les Kofi Kingston, avant les Mark Henry, tout ça. C'était lui qui aurait dû être le premier champion de la WWE noire.
D'accord. Pour moi, c'est lui. Là, c'est mon avis, les enfants. Hein. Pour moi, c'est lui qui aurait mérité d'avoir un run de champion, même temporaire, parce que il avait pas le micro. Donc du coup, pour être champion de WWF, quand on n'a pas le micro, c'est très compliqué. Faut vraiment avoir un packaging autour qui fait que ça marche. Mais ils auraient pu lui donner le titre rien que pour le remercier. Il aurait dû être dans le bouquin des champions. Vraiment. Au moins une fois. Au moins une fois. Et c'est très dommage que c'est jamais arrivé. Alors, on en a cité pas mal aujourd'hui. À la place de te demander ma petite question habituelle, un mot pour me citer le sujet du jour. Là, je vais te demander si tu dois sortir un catcheur, c'est lequel? Est-ce que tu prends Shelton Benjamin ou est-ce qu'il y a un autre nom qui te revient à l'esprit? C'est difficile d'en prendre qu'un seul. Vraiment en définition de mid-card, parce que les autres sont devenus des stars après, donc je les considère pas comme des mid-carders. Donc du coup, il y a Shelton Benjamin et Christian. Ouais. Moi, j'aurais vraiment, dit... c'est les deux. Pour moi, c'est des stars. Ils ont jamais dépassé le mid-card de la WWE. Un tout petit peu Christian après la retraite de Edge, mais Moi, j'aurais dit Christian aussi. C'est vraiment, ils sont exceptionnels, quoi. J'aurais dit Christian. Et si je veux pas dire comme toi, c'est compliqué. Mais moi, j'aurais dit aussi Eugene parce qu'il m'a vraiment marqué. Ouais, t'as beaucoup marqué à l'époque. Quand je regardais là, il m'a vraiment marqué parce que on est sur post Goldberg, donc moi, j'étais un peu, je regardais Raw, je voyais, voilà, et Eugene m'a marqué. C'est fait partie de ces rivalités, de ces gimmicks. En fait, c'est une gimmick qui est tellement forte, même si, comme on a dit, elle est politiquement incorrecte aujourd'hui. Ça nous a beaucoup marqué, nous, adolescents de l'époque, quoi. Parce qu'après, comme tu dis, je veux pas citer un nom de mec qui est devenu star ensuite. Donc moi, c'est vrai que Eugene, à cette époque-là, il m'a marqué. Voilà. Eh ben les amis, c'est la plus longue émission qu'on a fait à ce jour. Ah. Ça a été encore une fois un plaisir immense de t'accueillir pour cette émission-là. C'était génial, mais ça y est, comme d'habitude. Ouais, bah, je te remercie de l'invitation et qu'on tourne toujours ensemble. J'espère qu'on va continuer encore un moment parce que je prends vraiment énormément de plaisir à apprendre plein de choses et à faire ces émissions avec toi. On se retrouve très prochainement pour la suite avec les mid-carders de SmackDown, qui sera peut-être pas la prochaine vidéo. On va peut-être faire quelque chose entre. On va décider ça en off. Les amis, je vous dis merci. J'espère que vous allez prendre plaisir à nous écouter, qu'on va avoir les mêmes retours qu'on a eu sur Rob Van Dam en termes de visibilité, parce qu'on est vraiment encore au tout début de la chaîne. Donc je vais redire, n'hésitez pas, si les gens tombent sur nous, à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire. À mettre la cloche. À mettre la cloche, à faire ce que vous voulez, juste pour donner un tout petit peu de visibilité à notre chaîne. Les amis, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt, mais ça y est, comme toujours, au top. À la prochaine!